La sang de Matteo, l'enfant de 7 ans que je venais de sauver, avait séché sous mes ongles. C'était une trace tenace, un rappel qui ne partait ni au premier lavage chirurgical ni au second. Je me frottais les mains sous le jet d'eau glacée du lavabo de l'hôpital La Paz jusqu'à ce que la peau rougisse, mais la sensation persistait. Cette mémoire collante du corps d'un enfant ouvert sur ma table, de son petit cœur courageux battant à nouveau grâce à mes mains. Ce n'était pas du dégoût, c'était le poids sacré et terrible de mon métier. Il était 20h15. J'étais au bloc depuis midi. Une correction de tétralogie de Fallot, une danse de précision millimétrique qui s'était bien passée. Mon assistant Louis apparut à la porte avec mon sac et la robe noire de cocktail pliée avec une précision que seul un infirmier de bloc pouvait réussir. Mara, l'anniversaire de ton beau-père a commencé il y a 3/4 d'heure au CELI. Je suis désolé, le post-opératoire de Matteo s'est compliqué un instant. Ne t'excuse pas, Louis. L'enfant est vivant, c'est la seule chose qui importe. Je pris la robe, un modèle de Balenciaga qui était mon armure sociale, et me dirigeai vers la douche. Il n'y avait pas le temps de rentrer à la maison ni de me préparer. 10 minutes plus tard, avec les cheveux encore humides et sombres, relevés en un chignon serré et la robe noire qui me semblait maintenant un déguisement absurde, je sortais dans la nuit de la Castellana. Le contact de la soie contre ma peau me donnait des frissons. J'étais habitué au coton rugueux de la blouse chirurgicale. Cal Serrano 41. Vite, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur de taxi en m'enfonçant dans le siège. Mon téléphone vibrait dans mon sac. 1, 2, 3 notifications manquées. Des Alvaro, sans regarder, je savais le contenu. Où es-tu? Tout le monde est là. Mon père demande après toi, non pas avec inquiétude, mais avec l'agacement de celui qui doit donner des explications. Je fermais les yeux. La tête me battait avec la fatigue accumulée de 5 chirurgies cette semaine, de nuits entières à étudier les derniers articles sur les techniques mini-invasives. De la pression silencieuse d'être la chef de service la plus jeune de cet hôpital et de devoir prouver chaque maudit jour que je le méritais. Et puis il y avait cela, la farce. Le CELI sentait le luxe discret, les fleurs fraîches et l'argent ancien. En entrant dans la salle privée, 25 paires d'yeux se fixèrent sur moi. Ils avaient passé les entrées, le poisson, probablement la viande, ils en étaient au dessert. À ce moment doux et détendu où l'on lâche les vérités enveloppées dans la plaisanterie, Alvaro était à côté de son père avec ce sourire tendu aux dents très blanches qu'il affichait quand il était mal à l'aise. Don Roman, le fêté, présidait la table comme un monarque d'un autre siècle, avec sa veste de tweed et sa moustache taillée avec précision militaire. Son regard, froid et calculateur, me parcourut de haut en bas, s'arrêtant sur mes pieds. Je portais mes confortables chaussures en cuir, celles que j'utilisais pour rester debout 12 heures d'affilée. Je n'avais pas eu le temps de me changer. Un silence gênant s'étendit. Claudia, ma belle-sœur, avec sa robe rose pastel et son sourire de circonstance, fut la première à parler. Mara, enfin, on pensait que tu t'étais perdue dans un couloir de l'hôpital. Son ton était doux comme de la saccharine, mais ses yeux ne souriaient pas. Alvaro se leva, marcha vers moi à pas rapides. Chérie, tout va bien. Tu arrives tard. Son murmure était un reproche. Chirurgie complexe. On ne pouvait pas la laisser à moitié. Je murmurai à mon tour en essayant de le dépasser pour m'approcher de la table et donner un baiser protocolaire à Don Roman. C'était le minimum. Attends. La voix de Roman, grave et sèche comme un coup de feu, coupa l'air. Tout le monde se tut. Il ne bougea pas de sa chaise, inclina seulement légèrement la tête, reniflant l'air comme un chien de chasse. Non, non, attends un moment. Je restai figé à mi-chemin. Viens ici, Alvaro. Ordonna Roman à son fils. Alvaro obéit et s'approcha de son père. Roman fit un geste de la main comme pour chasser une mauvaise odeur. Tu ne le sens pas. C'est nauséabond. Alvaro me regarda. Puis son père, confus. Quoi, papa? Elle. Roman désigna du menton vers moi. Son regard, maintenant rempli d'un dégoût ouvert, se planta dans le mien. Sens le sang, le formol, la morgue. Fit une grimace en portant la serviette à son nez. C'est l'odeur de la mort. Tu ne peux pas te doucher correctement avant de venir à ma table, jeune fille. Le coup fut si brutal, si inattendu, qu'il me coupa le souffle.
Je sentis le sang, le même qu'il disait sentir, abandonner mon visage. Ce n'était pas une rougeur, c'était un vide glacial. Je regardais autour de moi. Certains invités, amis de Roman de son époque de directeur de banque, baissèrent le regard vers leurs assiettes, mal à l'aise. D'autres, comme Claudia, observaient avec une curiosité malveillante. Alvaro ne disait rien, il avait seulement les yeux très ouverts, comme un enfant pris en faute. Je suis sorti il y a 25 minutes après avoir sauvé la vie d'un enfant de 7 ans. Roman, dis-je. Et je fus surprise du calme avec lequel ma voix sonnait, comme si elle sortait d'un autre corps. Mais tu as raison, ma place n'est pas ici. Exactement, s'exclama-t-il en frappant doucement la table avec la paume de sa main, comme s'il se donnait une tape dans le dos pour son propre esprit. Ta place est à la maison à t'occuper de mon fils, à servir ton mari, à donner des petits-enfants à cette famille, pas à jouer à être Dieu avec des étrangers, à te salir les mains de il fit un autre geste de dégoût. C'est contre nature une femme comme toi, une femme comme moi. Je répétais en savourant les mots pleins de glace. Je me tournai vers Alvaro, mon mari, l'homme avec qui je partageais le lit, l'hypothèque et le nom de famille. Rien à ajouter, Alvaro? Il avala sa salive, regarda son père, puis moi. Je vis la lutte dans ses yeux. Ce conflit pathétique et 1000 fois répété entre ce qu'il savait juste et la peur atavique de contrarier le patriarche. Comme toujours, la peur gagna. Mara, s'il te plaît, dit-il d'un ton de supplique fausse. Aujourd'hui c'est son jour, c'est son anniversaire. Tu ne pourrais pas faire un effort? Papa a ses habitudes, ses sensibilités. Il s'approcha en baissant encore plus la voix. Va à la salle de bain, lave-toi encore les mains, mets un peu de ce parfum que je t'ai offert et reviens. Comme si de rien n'était, comme si de rien n'était. Comme si son père ne m'avait pas comparé à un déchet de la morgue. Comme si je n'avais pas de dignité. Comme si les 10 dernières années de ma vie, de ma carrière, de mes réussites, n'étaient qu'une mauvaise odeur qu'il fallait dissimuler. Je les regardais tous, Roman, satisfait, avec ce demi-sourire de celui qui a réaffirmé son pouvoir, Claudia, qui maintenant souriait ouvertement en savourant le spectacle, les invités complices par leur silence, Alvaro, mon époux, qui me regardait avec des yeux suppliants, me demandant de céder. D'avaler, de redevenir une fois de plus la femme petite qui rendait la vie plus facile pour tous. Et alors je souris. Ce ne fut pas un sourire forcé ni amer, ce fut un sourire large, authentique qui naquit d'un endroit si profond et froid en moi que même moi je ne savais pas qu'il existait. Un sourire de libération. Tu as entièrement raison, Roman, dis-je. Et ma voix sonna claire et tranquille dans la salle silencieuse. Ma place n'est pas ici. Profitez du dîner. Je fis demi-tour. Je ne regardais pas en arrière. J'entendis la voix des Alvaro, Mara, étouffée, et le raclement de gorge de Roman, qui commençait sûrement un commentaire sur ma mauvaise éducation, mais cela n'importait plus. Mes pieds, dans les confortables chaussures, me portèrent dans le couloir, descendant les escaliers, sortant dans la cale Serrano. La nuit de Madrid était fraîche. Je respirais profondément et pour la première fois depuis des heures. L'air ne sentait ni l'antiseptique, ni la tension, ni le mépris. Il sentait la liberté. Je marchais sans but, laissant derrière moi la vitrine lumineuse et vitrée du Célie. La robe noire ondulait autour de mes jambes. Je ne sentais pas le froid, je sentais la légèreté. J'arrivai à la plaza de Colonne et presque par inertie tourné vers un bar à tapas que je connaissais. Le Centaure était petit, bruyant, rempli de gens normaux terminant leur journée de travail. Personne ne me regarda en entrant. Personne n'attendait rien de moi. Je m'assis au bar, un rioja du meilleur que vous ayez, et une portion de croquettes de jambon, s'il vous plaît. La première gorgée de vin me brûla un chemin chaud jusqu'à l'estomac. La seconde commença à défaire le nœud de fer que j'avais dans la poitrine pendant que j'attendais les croquettes. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux, commença à vibrer sur le bar en marbre, un appel manqué des Alvaro, puis un autre, puis 3. Je le regardais, l'écran s'allumant et s'éteignant comme un cœur en arrêt. Je ne répondis pas. Je mangeais les croquettes dorées et crémeuses, savourant chaque bouchée comme si c'était la première depuis des jours. Le téléphone ne cessait de vibrer. 5 appels, 10, 15. Mon silence était mon seul pouvoir à ce moment et je n'étais pas disposé à le lâcher. À 22h30, après le 30e appel manqué, alors que je payais déjà l'addition,
28,50, le téléphone s'alluma à nouveau. Cette fois je répondis, je ne dis pas bonjour. De l'autre côté, l'explosion fut immédiate, un cri rauque et déchaîné qui m'obligea à éloigner l'écouteur de mon oreille. Où es-tu, Mara? C'était Alvaro, mais pas El Alvaro inquiet et craintif de quelques heures plus tôt. Celui-ci était un autre, celui qui surgissait après trop de verre, celui qui avait été humilié devant son père par ma désertion, le faible montrant les dents. Ils ont apporté l'addition. Ça fait 2300 € et tout le monde me regarde, attendant que je paie. Comme toujours, reviens ici tout de suite et arrange ce désastre. Sa voix était un coup de fouet. Avant, cela m'aurait fait frémir, m'aurait rempli d'une anxiété coupable. Maintenant je ne sentis qu'une fatigue infinie. Je portais le téléphone à ma bouche en regardant la rue sombre à travers la vitre du bar. « Paie toi-même, Alvaro, dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Ou demande un prêt à ton père, au grand Don Roman. Il semble avoir très clair la valeur des choses. Et celle des personnes. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Mara? Ne sois pas ridicule. Reviens. J'ai déjà dîné. Dis-je et je raccrochai. J'éteignis le téléphone. Non seulement je le mis en silencieux, je l'éteignis complètement. Cette petite boîte noire, source d'urgence, d'exigence et d'ordre, resta muette dans ma main. Pour la première fois depuis des années j'étais complètement déconnecté de l'hôpital, des Alvaro, de la vie que jusqu'à il y a une heure je croyais être la mienne. Je sortis dans la rue, ne pris pas de taxi, marchai. La robe de Balenciaga et mes chaussures de bloc avançaient sur les trottoirs de Madrid, de Cologne jusqu'à Chambry vers mon appartement. Mon appartement, le petit studio lumineux que j'avais acheté avec mon premier salaire important de chirurgienne adjointe et que je n'avais jamais vendu, que je n'avais jamais inclus dans l'hypothèque commune avec Alvaro, au cas où, me disais-je à moi-même comme investissement, mensonge. C'était mon canot de sauvetage. Et cette nuit, j'avais enfin décidé d'y monter. En franchissant la porte, le silence m'enveloppa comme une étreinte. Pas de chaussures des Alvaro jetées dans l'entrée, ni de ces magazines de voitures éparpillés sur le canapé, seulement mes livres de médecine empilés avec ordre, mon piano silencieux dans un coin et la vue sur les toits de Madrid. Je respirais, mais dans le calme l'adrénaline de l'affrontement commença à se dissiper et à sa place arriva le tremblement, un tremblement fin interne, qui commença dans les mains. Ces mains qui des heures plus tôt avaient reconstruit un cœur que Don Roman avait déclaré impur, je les levai devant mes yeux. Elles étaient propres, stables, mais dans mon esprit elles sentaient le sang de Matteo, l'enfant, le sang qui, selon mon beau-père, me rendait indigne de m'asseoir à sa table. Soudain les larmes n'arrivèrent pas. À leur place, un rire sec, âpre, sortit de ma gorge. C'était donc ce qu'ils pensaient de moi, que mon travail, ma vocation, toute ma vie dédiée à sauver les autres, était quelque chose de sale, quelque chose qui me tachait. Et Alvaro, où était mon mari quand son père me dépeçait avec des mots? Où était-il maintenant? Sauf pour me crier de payer sa fête. J'allai à la cuisine, petite et fonctionnelle. Dans le réfrigérateur je trouvai une bouteille d'eau et un yaourt. Je l'ai emporté à la petite table du salon. Je dînais seul, en silence, regardant par la fenêtre, et à chaque cuillerée, à chaque gorgée, quelque chose se solidifiait en moi, une certitude froide et tranchante comme un scalpel. J'avais été aveugle. J'avais pensé que le succès, l'argent, le maintien de cette façade de vie parfaite, la chirurgienne brillante, l'épouse d'un homme de bonne famille, étaient suffisants, que les humiliations des dimanches à Majadahonda, les commentaires de Claudia. Les exigences constantes d'argent des Alvaro étaient le prix à payer, le péage d'une femme qui voulait tout avoir, mais je ne voulais pas tout avoir, je voulais seulement ma vie, mon travail, ma dignité. Et cette nuit à la table de Don Roman on me l'avait arrachée, ou plutôt je la leur avais offerte en permettant une fois de plus que ces commentaires passent, qu'ils me traitent comme un distributeur automatique en blues. Alvaro n'avait pas été mon sauveur, il avait été le complice silencieux. Son silence fut plus blessant que les mots de son père. J'allumai l'ordinateur portable. La lumière bleutée illumina la pièce sombre. J'ouvris mon courrier de l'hôpital. Il y avait 3 messages urgents de Louis sur le post-opératoire de Matteo Stable, un du comité d'éthique demandant ma signature et un courrier de l'organisation du Congrès mondial de neurochirurgie à Boston, confirmant ma place comme intervenante principale. C'était le sommet de ma carrière, une reconnaissance à laquelle j'avais dédié sang, sueur et larmes littérales. Et puis je regardais le compte bancaire partagé avec Alvaro.
Les mouvements du jour à 15h30, un virement de 4 500 € de mon compte personnel vers le commun pour les dépenses de la maison à 16h, un paiement de 1 200 € au Corte Inglés, carte des Alvaro à 18h. Un autre paiement de 600 € dans un magasin de vêtements pour hommes à Serrano. Alvaro encore, pendant que je luttais pour sauver une vie, lui achetait des costumes. J'avais été une idiote, une brillante, naïve idiote. Je fermais l'ordinateur, restais à regarder le vide, les lumières de Madrid scintillant au loin. La rage pure et cristalline commença à remplacer le tremblement. Ce n'était pas la rage chaude du cri, mais la rage froide du calcul, la même que je ressentais quand un anévrisme se déployait sur l'écran et que je devais tracer en millième de seconde le plan exact pour le vaincre. Il pensait que cela s'était terminé, que j'irais à la maison, m'excuserais, paierais l'addition et tout reviendrait à la normale. À l'heure normale. Il se trompait. Je ne sentais pas le sang. J'étais faite de quelque chose de plus fort, de volonté, de connaissance et de la patience froide de celle qui sait attendre le moment juste pour faire l'incision qui sauve ou celle qui finit avec la maladie à la racine. Je souris à nouveau dans l'obscurité de mon salon vide. C'était le même sourire que j'avais esquissé en sortant du CELI, mais maintenant je savais ce qu'il signifiait. Il signifiait la guerre. Et moi, la docteure Marario, la meilleure neurochirurgienne de ce pays, n'était pas habituée à perdre. Le son de mon téléphone. En l'allumant le matin suivant, ce fut comme un essaim de guêpes enragées, vibrations, sonneries, notifications qui s'entassaient sur l'écran jusqu'à le rendre illisible. Je le laissai à l'envers sur la table basse de mon appartement de Chambry sans le regarder. La lumière de l'aube madrilène, grise et froide, filtrait par la fenêtre. J'avais dormi 5 heures, un sommeil profond et sans rêve, comme celui des justes ou de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Le silence était absolu, il n'y avait aucune trace des Alvaro. Bien sûr, il devait encore être dans l'appartement de Paseo de la Habana, dormant sa gueule de bois de rage et de cognac cher. Je me préparais un café fort et sans sucré pendant que la cafetière sifflait, je me plaçais devant le miroir de la salle de bain. La femme qui me rendait le regard avait des cernes marquées, mais les yeux, pour la première fois depuis des mois, étaient calmes. Il n'y avait pas d'anxiété en eux, seulement une détermination glaciale. Le téléphone vibra à nouveau en se traînant sur la table. Cette fois je regardais, 32 appels manqués, 18 des Alvaro, 8 d'un numéro inconnu que je reconnus comme le fixe de la maison de Don Roman à Majadahonda, 4 de Claudia, 2 de Louise de l'hôpital et 15 messages WhatsApp. J'ouvris la conversation avec Alvaro. Sa colère avait muté pendant la nuit. Alvaro, 2h17 du matin. Sérieusement, tu m'as raccroché. Sérieusement, reviens à la maison maintenant, Alvaro. 2h45 du matin. J'ai dû demander la carte à Claudia pour payer. À ma sœur, Mara, tu m'as humilié. Alvaro, 3h30 du matin. Où es-tu? Tu es avec quelqu'un? Réponds. Alvaro. 5h du matin. Mon père n'arrête pas de me dire que je dois te mettre au pas, qu'une femme comme toi a besoin d'une main ferme. Il a raison. Reviens ou les choses vont devenir très laides. Alvaro, 7h15 du matin. Nous devons parler sérieusement. Cela ne peut pas rester ainsi. Je respirai profondément. Le goût du café, amer et réel, manquera au présent. Les choses vont devenir très laides. La menace, si grossière, si prévisible. J'effaçai les messages sans répondre. Puis j'ouvris ceux de Louis. Louise 23h45. Mara Matteo est stable, une merveille. Dors. Tu es incroyable. Louise 7h du matin. Aujourd'hui tu as 2 craniotomies à la première heure. Monsieur Gancedo à 8h et la petite fille britannique à 11h. Tout est prêt. Tu viendras directement. Je répondis à Louis. J'arrive dans 40 minutes. Prépare tout. C'était la seule chose réelle, la seule qui importait. Les blocs opératoires, les patients, le pouls ferme de mes mains, le reste était du bruit cher et désagréable, mais du bruit finalement. Je sortis de mon appartement avec ma mallette chirurgicale, vêtue d'un simple pantalon noir et d'une veste. Dans l'ascenseur, le miroir me montra une professionnelle, pas l'épouse offensée de la veille. C'était un déguisement que je savais bien porter. Je descendis dans la rue. L'air frais du matin me frappa le visage juste quand je levai la main pour appeler un taxi, une Audi noire,
celle d'Alvaro freina brusquement le long du trottoir. La vitre descendit. Il était au volant avec les mêmes vêtements que la veille, la chemise froissée, la cravate défaite. Il avait les yeux injectés de sang et une barbe d'un jour. Il sentait l'alcool rance et la défaite. « Monte », dit-il. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Je restai immobile en le regardant. Je dois aller à l'hôpital. Alvaro, j'ai 2 chirurgies. Mara, monte dans la voiture. Il frappa le volant avec la paume de sa main. Un passant se retourna pour regarder. Où as-tu passé la nuit? Dans mon appartement, répondis-je calmement. Dans mon autre appartement? Il cligna des yeux comme si les mots ne s'ajustaient pas. Quoi? Quel autre appartement? Le studio de Chambry, celui que j'ai acheté avec mon premier salaire. Tu te souviens? Tu disais que c'était une bêtise de le garder. Son visage passa de la confusion à la colère. Tu as un appartement. Et tu ne me l'avais pas dit. Tu as une Audi de 80 000 € que j'ai payée et tu ne m'as pas non plus demandé. Répliquai-je et je me retournai pour chercher un taxi. Je n'avais pas de temps pour cela. J'entendis la porte de la voiture s'ouvrir brusquement et ses pas rapides derrière moi. Il m'attrapa le bras avec force. Sa main était chaude, humide. Ne me tourne pas le dos, parlons. Maintenant. Je me libérai d'un coup sec qui lui fit perdre l'équilibre. Mes années de chirurgie m'avaient donné une force dans les bras et le dos qu'il sous-estimait. Ne me touche pas, dis-je. Et ma voix sonna basse, dangereuse. Ne me touche plus jamais. Il recula d'un pas surpris. Puis la colère revint. Qui te crois-tu? Tu penses que parce que tu gagnes plus d'argent tu peux me traiter comme un domestique? Tu es ma femme. Ah, maintenant je suis ta femme. Je mis les mains sur les hanches. Un taxi approchait. Je lui fis un signe. Hier soir, quand ton père m'a dit que je sentais la morgue, je n'étais pas ta femme. J'étais la docteure. J'étais un problème. Maintenant que tu dois payer les factures de ton père. Maintenant oui je suis ta femme. Comme c'est commode. Tu étais l'invité d'honneur et c'était ton devoir d'être là. Et il cria. Et je vis comment les gens commençaient à regarder depuis le café du coin. Ton devoir est d'être à mes côtés, de me soutenir. Le taxi s'arrêta. J'ouvris la porte. Mon devoir, Alvaro, est de sauver des vies. Le reste est du théâtre. Et hier soir je me suis lassé de jouer. Je montai dans la voiture avant de fermer la porte. Je me penchai. Il était sur le trottoir. Fait une fureur impuissante. Au fait, ajoutai-je, ce prêt que tu as demandé à Claudia pour payer le dîner, tu as jusqu'à vendredi pour le lui rendre ou je le déduirai moi de l'allocation mensuelle que je te donne. Ce qui te restera, bien sûr. Après avoir payé la facture du Corté Inglés d'hier. Je fermai la porte. L'expression de son visage, un mélange de stupéfaction, de rage et de peur, fut la meilleure image avec laquelle je pouvais commencer la journée. Hôpital La Paz, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur de taxi. L'hôpital était ma cathédrale, mon refuge, le seul endroit où le monde avait du sens. Ici les règles étaient claires, précision, connaissance, sang-froid. Ici le nom de famille de mon mari ou les commentaires de mon beau-père ne valaient rien, seuls valaient mes mains. Les 2 chirurgies, une extirpation d'un méningiome complexe chez un homme de 65 ans et une résection d'une tumeur de la fosse postérieure chez une petite fille, furent un balai de précision. J'entrai dans le bloc, me lavai les mains avec le rituel habituel. Je laissai l'infirmière m'habiller de la blouse stérile quand je mis les gants. Le monde extérieur, Alvaro, roman, l'addition de 2300 € disparut. Il n'existait que le champ stérile, la brillance du microscope, le battement constant du moniteur et la mission sacrée. Vaincre la mort millimètre par millimètre. Ce fut en sortant de la seconde intervention, déjà passé 13 heures, que Louis m'aborda avec un visage inquiet. J'allais lui dire quelque chose, mais je remarquai son regard fixé sur quelque chose derrière moi. Je me retournai. Claudia était dans le couloir près de la porte de chirurgie avec une robe chère et un sourire de plastique qui n'atteignait pas ses yeux. Elle portait un sac que je reconnus de la saison passée de LEB. Je l'avais acheté avec ma carte pour son anniversaire. Un cadeau qu'elle n'avait jamais remercié.
Mara chérie, dit-elle d'une voix mielleuse qui mit mes nerfs en alerte. Quelle joie de te voir. Tu as un moment, Claudia. Ceci est un hôpital, pas un salon de thé. Répondis-je sans m'arrêter. Je marchai vers mon bureau et elle, avec ses talons claquant contre le sol en linoléum, me suivit. Ce ne sera qu'une minute. C'est à cause des Alvaro. Il est dévasté. J'entrai dans mon bureau. Un petit cube rempli de radiographies et de livres. Je ne m'assis pas. Je m'appuyai contre le bureau en croisant les bras. Parle. Elle ferma la porte. Le sourire disparut. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Tu te rends compte de l'humiliation que cela a supposé pour tout le monde? Pour mon père le jour de son anniversaire. L'humiliation. Je l'interrompis. Ce fut que ton père me dise que je sentais la mort. L'humiliation fut que personne, pas même mon mari, n'ouvre la bouche pour défendre mon travail, ma vie, le reste. Claudia, ce sont des conséquences. Elle leva les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique. Papa est d'une autre époque, tu le sais. Il plaisantait seulement, il ne plaisantait pas, dis-je, et mon ton la fit cligner des yeux. Ce fut délibéré et cruel comme toujours. Et tu l'as savouré. Je l'ai vu sur ton visage. Elle rougit. Et alors? Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu ne sens pas toujours l'hôpital, tu n'es pas toujours absente, toujours en priorisant des étrangers avant ta famille. Elle fit un pas en avant. Écoute, je suis venu faire la paix. Alvaro est un désastre. Il a demandé un prêt pour payer le dîner et maintenant il ne sait pas comment me le rendre. Il a besoin que tu rentres à la maison, que tu parles avec lui, que tout revienne à la normale. La normale. Je répétais, la normale dans laquelle je paie tout et en échange je reçois du mépris. Non, merci. Dis à Alvaro que s'il veut parler il peut m'appeler à mon avocate. Claudia devint pâle. Toi, ton avocate, pourquoi? Pour ce qui sera nécessaire. Je m'approchai de la porte et l'ouvris. Et maintenant, si tu m'excuses, j'ai des patients à soigner. Contrairement à toi, j'ai un travail. L'expression de son visage fut un poème de haine et de frustration. Tu vas le regretter, Mara. Cette famille n'oublie pas. Moi non plus. Lui répondis-je et je fermai la porte. Je restai là appuyé contre le bois, respirant profondément. Le cœur me battait fort, non par peur, mais par une adrénaline propre, puissante. J'avais tracé la ligne et je l'avais défendue. J'appelai Louis. Louis, à partir d'aujourd'hui, aucun membre de ma famille, sauf ma mère, n'a la permission d'entrer dans l'étage de chirurgie sans mon autorisation expresse. Mais la sécurité en alerte. Il se passe quelque chose? Mara, demanda-t-il d'une voix inquiète. Oui, mais je suis en train de le résoudre. Cet après-midi, après avoir vu mes patients post-opératoires, je m'enfermai dans mon bureau et composai un numéro que je gardais depuis des années, mais que je n'avais jamais utilisé. Celui de Covadonga Ruiz, la meilleure avocate de famille de Madrid, celle qui avait gagné le cas impossible de l'héritière des grands magasins Rodriguez contre son ex-mari parasite. Celle qui, selon ce que l'on disait, était capable de faire pleurer les juges les plus durs, répondit à la deuxième sonnerie, dites-moi, je suis la docteure Marario. J'ai besoin d'un rendez-vous. C'est urgent. Il y eut une brève pause. La chirurgienne. J'ai lu sur vous. Problèmes conjugaux, parasitisme, manque de respect et possible diffamation. De l'autre côté de la ligne je pus presque entendre le sourire de Covadonga. J'aime comme ça sonne. Demain à 8 heures du matin, mon bureau Cal Serrano. Ne soyez pas en retard, je ne le suis pas non plus. Je raccrochai. Puis avec des mouvements mécaniques je revis mes comptes. Le commun avec Alvaro, le mien personnel, les investissements, les économies, tout était à mon nom, parce que j'étais celle qui mettait l'argent. Alvaro n'était qu'utilisateur autorisé. Un appel à la banque suffirait pour annuler ses cartes, mais je ne le ferai pas. Pas encore, d'abord j'avais besoin de preuves. J'avais besoin qu'il se pende lui-même à la corde qu'il tressait si diligemment. Le téléphone vibra à nouveau. C'était Alvaro. Je le laissai sonner. Puis un message. Ce soir nous parlons à la maison,
soit là où les choses vont devenir vraiment très laides. Tu ne veux pas que j'aille à l'hôpital, n'est-ce pas? La menace, maintenant explicite. Mon estomac se contracta, mais non de peur, de dégoût. Je l'écrivis tout dans un courrier à Covadonga avec capture d'écran. Première menace explicite par écrit. Sa réponse arriva à la minute. Parfait. Continuez. Ne répondez pas. Documentez tout. Cette nuit je ne suis pas allé à l'appartement de Paseo de la Habana. Je suis allé à mon studio, j'ai commandé de la nourriture à domicile, j'ai mis un pantalon de jogging et je me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable. À 21h pile la sonnette retentit. Ce n'était pas le livreur de nourriture, c'était Alvaro. Je le vis à travers le Judas, pâle, les yeux exorbités. Il sonnait compulsivement. Mara, je sais que tu es là, ouvre, ouvre. Je n'ouvris pas. Je restai immobile en écoutant. Sa fureur était comme un animal blessé donnant des coups contre la porte. Puis, soudain, il se calma. J'entendis sa voix basse, venimeuse, à travers le bois. Très bien, joue sale. Eh bien moi aussi je peux jouer sale. Tu verras. Tu vas regretter de m'avoir fait ça. J'entendis ses pas s'éloigner dans les escaliers. Le cœur me battait fort, mais mes mains étaient calmes. Tranquille. Je pris mon téléphone et enregistrai un message vocal. Note mentale 11 mars, 21h07. Alvaro se présente à mon domicile de Chambry agité. Il frappe à la porte. Il dit, tu vas regretter de m'avoir fait ça. C'est la deuxième menace. Je le gardai. Puis j'ouvris Instagram sans surprise. Claudia avait publié une photo de la famille d'il y a quelques mois dans un restaurant, tous souriants. Alvaro et moi ensemble. Moi avec un sourire forcé. La légende disait, la famille est la seule chose qui importe. Le reste est du bruit. #valeur. #famille toujours. Dans les commentaires ses amis clones d'elle écrivaient, Alvaro chéri, quelle belle photo. Vous semblez si unis @Claudia Mandoag. Merci ciel. Même si certains mettent leur carrière avant, la famille pardonne toujours. #pardonner est divin. @Sipéré, tout va bien avec Mara. L'autre soir au dîner elle semblait bizarre. @Claudia Mando G. Tout va bien, Suzy. Mara est comme ça, très à elle. Parfois elle oublie ce qui est important, mais nous l'aimons quand même. Je souris. Un geste froid. Je capturai l'écran. Preuve de campagne de dénigrement passive-agressive sur les réseaux sociaux dirigée par Claudia Mendoza. Belle sœur. Je le renvoyai à Covadonga. La réponse fut immédiate. Excellent. Continuez à collecter. N'interagissez pas. Le lendemain à l'hôpital. La tension était palpable. Louis m'accueillit avec un visage inquiet. Mara, ton mari a appelé plusieurs fois. Il disait que c'était une urgence familiale. Et je lui ai dit que tu étais au bloc. Il est devenu désagréable. Il a dit que tu étais une dénaturée, que tu abandonnais ta famille. J'acquiesçai. La prochaine fois dis-lui qu'il se mette en contact avec mon avocate et note la date, l'heure et les mots exacts qu'il a utilisés. Louis acquiesça. Sérieux. Tu vas bien? Jamais mieux, répondis-je. Et c'était la vérité. La clarté était un baume. Je savais qui était l'ennemi. Je savais quel était le champ de bataille. Et pour la première fois j'étais disposé à lutter. La chirurgie du matin était complexe, un anévrisme cérébral chez une jeune femme pendant que je me lavais les mains. Le rituel me calma. Eau chaude, brosse, l'odeur de savon chirurgical. J'entrai dans la salle, le patient anesthésié, l'équipe en silence, le neurochirurgien-chef, le docteur Valdès, acquiesça vers moi. Prête, Mara, prête, dis-je et j'étendis la main. L'infirmière me mit le scalpel dans la paume, l'acier, froid et familier. Il me ramena à moi-même. Ici, dans ce sanctuaire de lumière blanche et de battements de moniteur, j'avais le contrôle. Ici personne ne me disait que je sentais la mort. Ici j'étais celle qui luttait contre elle et gagnait pendant que mes mains réalisaient la délicate dissection,
pendant que je séparais le tissu millimètre par millimètre pour accéder à l'artère défectueuse. Mon esprit, dans un coin à part, traçait un autre plan, un plan d'extirpation. La maladie s'appelait Alvaro. La famille Mendoza était la tumeur qui l'alimentait et j'allais être la chirurgienne, froide, précise, implacable. En sortant du bloc. Des heures plus tard, avec la satisfaction d'une autre vie sauvée battant dans mes veines, je revis le téléphone. Il y avait un message d'un numéro inconnu. Je suis Covadonga Ruiz. J'ai examiné le matériel. C'est prometteur, mais insuffisant. J'ai besoin de plus. Patience et silence. Demain à 8 heures. Je ne faillis pas, je souris. Je n'allais pas faillir. Pour la première fois depuis très, très longtemps. J'étais exactement où je devais être, dans l'œil du cyclone et avec un scalpel à la main. Le matin de mon rendez-vous avec Covadonga Ruiz se leva avec une bruine grise qui trempait Madrid. Je m'habillai d'un tailleur pantalon noir simple, chaussures confortables mais élégantes et relevai mes cheveux en un chignon parfait. Ce n'était pas seulement une réunion avec une avocate. C'était ma première incision dans la gangrène que j'avais ignorée pendant des années, et les incisions doivent être faites avec précision, avec les outils adéquats et sans hésitation. Le bureau de Covadonga Ruiz était au 4e étage d'un bâtiment seigneurial de la Cal Serrano, avec vue sur les toits de la ville. Rien de luxe ostentatoire, seulement du bois sombre, des livres de droit jusqu'au plafond et un silence qui pesait comme du plomb. Covadonga elle-même était comme son bureau. 50 et quelques années. Cheveux noirs relevés en un chignon impeccable, un tailleur veste en lin et des yeux marrons qui ne perdaient aucun détail. Elle ne m'offrit pas de café, seulement un geste de la main vers la chaise face à son imposant bureau. « Docteur Rio, asseyez-vous. J'ai examiné votre matériel préliminaire. » Sa voix était sèche, sans inflexion. La voix de celle qui est habituée à dicter des sentences avant que le procès ne commence. Je m'assis en plaçant les mains sur mes genoux pour qu'elle ne tremble pas. Elle ne tremblait pas. Ce n'est pas beaucoup, continua-t-elle en feuilletant des notes, insultes verbales, un couple de menaces vagues, commentaires passifs-agressifs sur les réseaux sociaux. Un juge le verrait comme des problèmes matrimoniaux de faible intensité. Bruit de fond, ce n'est pas du bruit de fond, dis-je. Et ma propre voix me sonna étrangement tranquille. Clinique, c'est une infection systémique. Si on ne la traite pas, elle tue l'organisme. Elle leva le regard et pour la première fois je vis une lueur de quelque chose ressemblant à de l'intérêt dans ses yeux, une infection. Mon mari est symptomatique, mais ce n'est pas le pathogène primaire. C'est un organisme opportuniste. Le pathogène est la famille, le père Roman et la sœur Claudia. Leur milieu de culture est le mépris, l'envie et une mentalité machiste du 19e siècle et la toxine qu'ils produisent commence à affecter mon travail. Covadonga posa le stylo sur la table. Expliquez-moi cela dernier. Je lui racontai l'histoire des parents de l'adolescent patient, le commentaire sur les valeurs familiales. Je lui racontai le regard de pitié de la docteure Ortiz. Je lui montrai sur mon téléphone le blog Familia Tradicional Madrid. Elle le feuilleta rapidement. Son expression imperturbable, diffamation. Déclara-t-elle, mais subtile. Rien d'explicite. Femme réussie mais froide, priorise sa carrière. Néglige ses devoirs familiaux. C'est le même discours de toujours, mais efficace. Elle me regarda. Vous êtes un personnage public. D'une certaine manière, une chirurgienne de référence. Votre réputation fait partie de votre capital professionnel. Si elle s'érode, elle érode votre autorité au bloc. C'était la première fois que quelqu'un le verbalisait avec tant de crudité et elle avait raison. J'acquiesçai. J'ai besoin qu'elle arrête de s'éroder et j'ai besoin qu'il paie pour avoir essayé. Covadonga acquiesça. Une fois alors nous changeons de stratégie. Nous arrêtons de collecter des preuves d'agression. Nous commençons à collecter des preuves de défense. Elle se pencha en avant. Docteur Rio, êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Une guerre comme celle-ci n'a pas de vainqueur, seulement des survivants. Ce sera sale, long et cher. Et votre vie privée se jouera dans un tribunal. Ma vie privée se joue déjà dans des restaurants et des blogs. Madame Ruiz, je préfère le tribunal. Au moins là il y a des règles. Un minuscule sourire, presque imperceptible, courba ses lèvres.
Bien, voici mes instructions. Écrivez-les. Pendant l'heure suivante, Covadonga Ruiz me dicta un plan de bataille aussi méticuleux que celui d'une chirurgie majeure. 1. Séparez vos finances aujourd'hui même. Transférez vos économies, vos investissements sur des comptes à votre seul nom. Laissez dans le compte commun seulement le nécessaire pour les dépenses fixes du mois prochain. 2. Faites un inventaire de tous les biens acquis pendant le mariage. Moi, avec les extraits, je déterminerai ce qui est commun et ce qui est propre. 3. Documentez tout, chaque appel, chaque message, chaque interaction. Achetez un cahier, écrivez date, heure, contenu et enregistrez. Madrid est un territoire de consentement unilatéral pour les enregistrements. Si la conversation vous inclut, vous pouvez l'enregistrer, même si vous ne les prévenez pas, surtout si vous ne les prévenez pas. 4. Ne vous confrontez pas, ne discutez pas, n'essayez pas de raisonner. Ils sont irrationnels. Vous devez être le mur de béton, froide, impassible, correct. Chaque éclat d'eux sera un point pour nous. 5. Elle fit une pause dramatique. Nous avons besoin d'un coup émotionnel, quelque chose qui montre au juge et à l'opinion publique si nécessaire le vrai caractère de votre mari. Quelque chose de plus que des mots. Comme quoi, comme une infidélité, dit-elle sans ciller ou une preuve qu'il profite économiquement de vous de manière abusive ou les deux? Le monde s'arrêta un instant. Ce n'était pas que je ne l'avais pas soupçonné. C'était la froideur avec laquelle cette possibilité entrait dans la salle comme un instrument de plus sur le plateau stérile. Engagez quelqu'un, dis-je finalement, un détective, faites-le. Covadonga nota quelque chose. 6. Préparez-vous à l'isolement. Ils vont essayer de mettre votre entourage contre vous. Amis communs, connaissances. Votre belle famille est madrilène de bonne famille. Vous êtes une chirurgienne fille d'instituteur de village. Je complétais. Je le sais. Eh bien il faudra que vous soyez meilleur, plus impeccable, plus irréprochable. Votre travail est votre meilleur bouclier. Ne faillissez pas. Ne soyez pas en retard, ne perdez pas votre calme, soyez la machine parfaite. Elle me regarda fixement. Vous pouvez le faire. Mes mains, celles qui reconstruisaient des artères, ne tremblèrent pas? Si. Alors, signons. Elle sortit un contrat de son tiroir. Mon tarif est de 400 € l'heure. Je vous estime un minimum de 50 heures de travail. Plus les frais. J'ai besoin d'un acompte de 10 000. Je sortis mon chéquier, c'était celui de mon compte personnel, celui que Alvaro ne connaissait pas. Je signai le chèque sans scier. C'était 10 000 € que je ne dépenserais pas dans un sac de Claudia. C'était le meilleur investissement de ma vie. En sortant du bureau, la bruine s'était transformée en une pluie fine et froide. Je respirais profondément. L'air sentait la terre mouillée et l'essence. Il sentait la réalité. Je n'avais pas peur. J'avais un plan. Le premier pas fut la banque. Dans le bureau de mon directeur, un homme sérieux qui me connaissait depuis que j'avais ouvert mon premier compte, je lui expliquai la situation sans détour. J'ai besoin de séparer tous mes comptes de ceux de mon mari, José Luis. Aujourd'hui. Il acquiesça compréhensif. Il avait vu ce film trop de fois. En quelques heures. L'argent que j'avais versé, mes économies, mes investissements en fonds indiciels, tout fut transféré sur de nouveaux comptes à mon seul nom. Dans le compte commun resta l'équivalent de l'hypothèque de l'appartement, les factures et 1000 € pour dépenses imprévues. J'annulai les cartes de crédit supplémentaires des Alvaro. La sienne principale je la laissai active avec une limite de dépenses mensuelles de 1500 € suffisante pour vivre, insuffisante pour son style de vie. Le deuxième pas fut la maison. J'allai à l'appartement de Paseo de la Habana à midi, sachant que Alvaro ne serait pas là. Ses horaires de consultant étaient plutôt des suggestions. Méthodiquement je parcourus la maison, je photographiai tout, les tableaux que j'avais achetés, les meubles de design, la vaisselle en porcelaine. Je fis une liste. Puis, dans mon ancienne chambre, maintenant convertie en débarras, je trouvai les boîtes avec mes affaires de la faculté, mes premiers livres de médecine et au fond d'une armoire, un petit coffre-fort. Je n'avais jamais eu la combinaison. Alvaro disait qu'il gardait des documents importants de la banque. J'essayai plusieurs combinaisons évidentes. Sa date de naissance, la mienne, notre date de mariage.
Rien. Puis j'essayai celle de son père. Le jour, mois et année de l'anniversaire de Don Roman. Le verrou s'ouvrit avec un clic doux. À l'intérieur il n'y avait pas de documents de banque. Il y avait des billets d'avion et des visas pour 2 personnes. D'il y a 6 mois, un week-end où j'étais de garde, il y avait des reçus de restaurants chers, d'hôtels boutiques et des photos. Alvaro, avec le bras autour d'une jeune fille, brune, au sourire facile sur une terrasse, à la plage, dans un lit d'hôtel que je reconnus l'unique, à Madrid, dans la dernière photo, datée il y a 2 semaines. Elle lui donnait un baiser sur la joue, elle portait un collier, le même collier de Tiffany que Alvaro m'avait dit avoir perdu il y a des mois après une dispute. Je ne ressentis pas de douleur, je ne ressentis pas de rage, je ressentis du soulagement, la confirmation, le pathogène montrait son vrai visage. Avec des mains fermes je sortis mon téléphone et photographiai chaque document, chaque photo, chaque reçu. Puis je laissai tout exactement comme c'était. Je fermai le coffre-fort, tournai la roue. L'infection avait maintenant un nom et un visage. Cette nuit Alvaro arriva à la maison tard. Il sentait l'alcool bon marché et une forte eau de Cologne, celle qu'il utilisait pour dissimuler. Il me trouva dans le salon en train de réviser un article médical sur mon ordinateur portable. « Où as-tu été » demanda-t-il en jetant la veste sur un fauteuil. Son ton était provocateur, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « En train de travailler puis à la banque. » dis-je, sans lever les yeux de l'écran. Il resta immobile. « À la banque. » Pourquoi ? Parce que j'ai séparé nos comptes. Alvaro. Maintenant oui, je levai le regard. Ta carte a maintenant une limite de 1 500 € par mois, suffisant pour la nourriture, l'essence et pas grand-chose de plus. Le reste des dépenses tu devras les assumer toi-même. Son visage pâlit. Puis rougit de fureur. Toi qui te crois, ce sont nos comptes. J'ai droit. Tu as droit à la moitié des biens communs. Je corrigeai calmement. Et cela se déterminera dans le divorce. En attendant, je ne vais pas financer ta vie de célibataire marié. Le mot divorce tomba entre nous comme une dalle. Il cligna des yeux, étourdi, comme si je l'avais frappé. Non, tu ne vas pas divorcer de moi, dit-il. Mais sa voix sonnait faible. Comme celle d'un enfant. Si, Alvaro. Je vais divorcer de toi et je vais demander une ordonnance d'éloignement si tu menaces à nouveau ou si tu te présentes à mon domicile. Il rit. Un rire forcé, désespéré. Ton domicile, c'est ta maison, notre maison. C'est une propriété commune que je vais demander à vendre. Dis-je en fermant l'ordinateur portable. En attendant, tu peux rester, mais moi je m'en vais. Je me levai. J'avais une petite valise déjà préparée près de la porte avec l'essentiel. Je vais passer une saison dans mon studio. Tu ne peux pas faire ça. Cria-t-il et soudain il se lança vers moi, m'attrapant le bras. Sa prise était forte, douloureuse. Tu es ma femme. Tu me dois jusqu'à l'air que tu respires. Cette fois je ne me libérai pas. Je restai immobile, regardant fixement sa main qui tenait mon bras. Puis je levai le regard vers ses yeux. Lâche-moi, Alvaro. Tu ne vas pas m'écouter. Tu vas arrêter de faire le ridicule et tu vas m'interrompre son cri avec une voix basse. Glaciale, que je ne reconnus pas comme mienne. Si tu ne lâches pas mon bras dans 3 secondes, j'appelle la police et avec le constat d'hier soir et les photos de l'hématome que tu vas me laisser, l'ordonnance d'éloignement me sera accordée en 24 heures. Tu veux essayer ? Sa main s'ouvrit comme si ma peau brûlait. Il recula en me regardant avec un mélange de haine et quelque chose de nouveau. De la peur. 3, dis-je en soutenant son regard. 2. Très bien, grogna-t-il en s'éloignant. Très bien, mais cela ne va pas rester ainsi. Mon père, ton père peut aller se faire foutre. Je l'interrompis en prenant la valise. C'était la première fois que j'utilisais un gros mot avec lui. La première fois que je lui parlais ainsi. L'expression de stupéfaction sur son visage valait plus que n'importe quelle satisfaction. Et toi tu peux aller avec lui. Je sortis de l'appartement sans regarder en arrière. Dans l'ascenseur mes jambes tremblaient, non de peur, de décharge, de libération. La porte s'était fermée littéralement et métaphoriquement. La vie pendant la semaine suivante acquit une étrange dichotomie à l'hôpital.
J'étais la docteur Rio. Impeccable, centrée, sauvant des vies. Une machine parfaite, comme l'avait ordonné Covadonga. J'opérais une tumeur cérébrale chez un enfant de 4 ans avec une précision qui me valut les applaudissements spontanés de toute l'équipe chirurgicale. J'assistais à des réunions, signais des rapports, souris aux résidents. J'étais un phare de calme et de compétence. Dehors. La tempête se déchaînait. Alvaro essaya de m'appeler toutes les nuits. Les premiers jours c'étaient des menaces voilées, puis des suppliques, puis des insultes. J'enregistrais toutes les conversations. Covadonga les écoutait. Impayable. Bon, le cycle de la violence domestique, psychologique, déni, supplique, agression. Continuez. Claudia, de son côté, lança son offensive sur le front social. Son Instagram se remplit de citations sur la valeur de la famille, la trahison, les femmes qui oublient leurs racines, ses amis, un cœur de perruche bien coiffé, commentait avec des émojis de cœur brisé et de visage triste. L'une d'elles, une certaine Susana Pérez, écrivit « Il y a des femmes qui, pour réussir, piétinent ceux qui les aiment. Elles se croient déesses, mais elles ne sont que de glace. » Hashtag froideur émotionnelle, hashtag ambition démesurée. Elles ne me nommèrent pas. Ce n'était pas nécessaire. Tout son cercle savait de qui on parlait. Puis vint l'attaque directe. Ce fut un dimanche. J'étais dans mon studio en train d'étudier des cas pour une opération du lundi. Quand la sonnette retentit, je n'attendais personne. Je regardais par le Judas, c'était Claudia. Et derrière elle, comme un spectre en colère, dont Roman, un instinct primaire me dit de ne pas ouvrir, mais un autre plus froid et calculateur. Se rappela les mots de Covadonga, documente tout, chaque interaction. Je mis le téléphone à enregistrer dans la poche de mon pantalon avec le micro vers l'extérieur et j'ouvris la porte juste. Mara, dit Claudia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelle chance que tu sois là. On peut entrer, n'est-ce pas? Papa a voulu venir te parler en adulte. Don Roman ne sourit pas. Il me regarda de haut en bas. Avec ce mépris qui m'était déjà familier. Il portait sa canne, bien qu'il n'en ait pas besoin. C'était un accessoire d'autorité. Ce n'est pas le meilleur moment, dis-je sans ouvrir plus la porte. Ce sera le meilleur moment quand je le dirai, cracha Roman et il poussa la porte avec sa canne. Entrant sans égard, Claudia le suivit, me lançant un regard de « Tu vois ce que tu as fait ?» Ils entrèrent dans mon salon petit et ordonné. Roman regarda autour de lui avec dédain, comme s'il sentait quelque chose pourri. Il s'assit dans mon fauteuil. Le meilleur, sans demander. Claudia s'assit à côté de lui comme une dame de compagnie. « Assieds-toi, Mara, ordonna Roman. Je restai debout. Appuyé contre le cadre de la porte. Je préfère rester debout. Dites-moi ce que vous avez à me dire. J'ai du travail. Tu as toujours du travail, grommela Claudia. C'est la seule chose qui t'importe. Allons au fait. Dit Roman en appuyant les deux mains sur le pommeau de sa canne. Cette pantomime a duré trop longtemps. Tu as humilié mon fils, tu as déshonoré cette famille et tu as laissé ton mari en plan. Cela se termine aujourd'hui. Comment? Demandai-je avec une curiosité sincère. Tu vas arrêter de faire le ridicule? Tu vas revenir avec ton mari et tu vas lui demander pardon à lui et à moi en public pour ton comportement, puis tu vas baisser le rythme de travail. Une femme mariée ne doit pas être toute la journée avec le cul dans un bloc opératoire. C'est de mauvaise éducation. Les mots flottèrent dans l'air, si archaïques, si absurdes, que je faillis éclater de rire. Presque. Et si je refuse? Roman sourit, un sourire étroit et laid. Alors, ma chère, je te rendrai la vie impossible. J'ai des amis au collège des médecins, dans les journaux, au conseil de la santé. Une chirurgienne avec des problèmes familiaux, avec instabilité émotionnelle, n'inspire pas beaucoup de confiance, n'est-ce pas? Une erreur chirurgicale, une plainte d'un patient mécontent. Ces choses arrivent. L'air se coupa. Ce n'était pas une menace voilée. C'était une déclaration de guerre. Claudia acquiesça sérieuse, comme si son père avait énoncé une vérité évidente. Vous menacez ma licence d'exercer? Demandai-je. Et ma voix sonna si tranquille que même moi j'en fus surprise. Je dis comment est le monde,
petite fille, dit-il en se levant. Les femmes comme toi qui se croient plus que les hommes finissent toujours par tomber et elles ont intérêt à avoir leur famille à leur côté quand elles tombent. Mais si tu nous écartes, il haussa les épaules, eh bien tu tomberas seul. Il se dirigea vers la porte. Claudia me lança un dernier regard. Réfléchis-y, Mara. Tu ne voudras pas que ton orgueil te coûte ta carrière, n'est-ce pas? C'est la seule chose que tu as. Ils partirent. La porte se ferma. Je restai debout immobile, pendant que le téléphone dans ma poche continuait d'enregistrer le silence. Puis je sortis le téléphone, arrêtai l'enregistrement, le gardai, l'étiquetai. Menace, roman. Claudia. 12 mars. Mon cœur battait fort, mais non de peur, d'une excitation froide, claire. Ils venaient de franchir une ligne. Ils étaient passés de la diffamation subtile à la menace explicite, ils avaient montré leurs cartes. Et maintenant je pouvais jouer les miennes. Cette nuit-là j'appelai Covadonga. C'était dimanche, mais elle répondit à la deuxième sonnerie, « Madame Ruiz, vous devez écouter quelque chose. » Je lui envoyai l'audio par courrier. Pendant qu'il se téléchargeait, on n'entendait que sa respiration de l'autre côté de la ligne. Puis, le clic d'un lecteur. J'écoutais à nouveau la voix de Roman, grave et pleine de superbe, menaçant ma carrière, le son de ma propre respiration. Tranquille, le claquement de porte finale. Quand cela se termina, il y eut un silence. Puis Covadonga parla. Sa voix avait un ton que je ne lui avais pas entendu auparavant. Une sorte de satisfaction féroce. « Docteur Rio, dit-elle, félicitations, vous venez de gagner votre affaire. » Le bureau de Covadonga Ruiz sentait le café fraîchement moulu et le papier d'imprimante chaud. Sur l'immense table en chêne entre nous s'étendait un champ de bataille sous forme de documents, photographies et transcriptions. C'était le 4e jour après la visite de Roman et Claudia et j'étais assise face à mon avocate en voyant comment elle transformait mon chaos en un arsenal légal. Covadonga avait devant elle 3 dossiers séparés. Étiquetés au marqueur noir, Mendoza, Alvaro, Mendoza, Roman, Mendoza Garcia, Claudia. Passons en revue l'arsenal, dit-elle en ouvrant le premier, ses doigts, avec des ongles courts et sans vernis, indiquaient chaque élément avec précision chirurgicale. Dans le dossier de son mari nous avons un extrait bancaire qui démontre un déséquilibre économique abyssal. Vous versez en moyenne 15 000 € net mensuels. Lui 10 000 de son emploi précaire dans cette start-up de drone qui ne décollera jamais. 2. Les dépenses de ses cartes financées par vous, 48 000 € au cours des 12 derniers mois en restaurant, vêtements, voyage avec des amis et elle fit une pause en levant un reçu, un abonnement annuel à un site de rencontres pour mariages ouverts. Intéressant. Je ne s'y ai pas. Continue 3. Enregistrement de sa confession de dette. Vous demandant, combien dois-tu au total, Alvaro? Lui répondant, je ne sais pas, environ 30 000, mais tu le paies toujours. Tu paies tout. 4. Les photos du coffre-fort, les voyages à Ibiza, les reçus de l'unique, les photos avec la fille, la stagiaire, n'est-ce pas? Laura Soli, 23 ans. Stagiaire dans son entreprise. Je confirmais. Le détective m'a donné son nom hier. Parfait. 5. Les menaces par message et les appels enregistrés. En particulier celui du 15 mars, où il dit « Je vais te ruiner, Mara, toi et ta carrière ». Covadonga leva le regard. Cela, uni à l'agression à l'hôpital. C'est de l'or. Nous passons au dossier de Roman Mendoza. Elle ouvrit le deuxième dossier. Ici c'est là où ça devient juteux. 1. L'enregistrement de sa visite à votre domicile. Menaces explicites contre votre licence médicale. Une erreur chirurgicale. Une plainte. Ces choses arrivent. Un juge va pâlir. 2 témoignages. J'ai localisé 2 ex-collègues de banque de dont Roman disposait à déclarer sur son caractère misogyne et ses méthodes pour couler celui qui lui barrait la route pour un prix modique. Bien sûr. Payez-le. Dis-je sans hésiter. C'est déjà fait. 3. Son historique. Il s'avère que le très honorable don Roman a eu un petit écart fiscal il y a des années. Une amende de Hacienda que son frère a payée pour éviter le scandale. Ce n'est pas un délit, mais cela peint le profil. Un maton qui a besoin que d'autres nettoient son
Elle sourit. Un geste bref et sans humour comme son fils. Et Claudia, dis-je en désignant le troisième dossier. À la sœur, la porte-parole non officielle. Dossier 3, 1. Capture d'écran de toutes ses publications sur les réseaux sociaux. Avec les commentaires de ses amis, nous avons fait une analyse. 80% de ses amis sont des profils faux ou des comptes secondaires qu'elle gère elle-même. Une armée de trolls d'une seule femme, pathétique, mais efficace pour créer une tendance. 2. Le blog Familia traditionnel. Il est enregistré au nom de son mari, mais l'IP de publication correspond au routeur de sa maison à Pozuelo. 3. L'audio où on l'entend encourager son père. Dis-le lui. Papa, qu'elle le sache une bonne fois. Complice. Elle ferma les dossiers et entrelaça les doigts. Nous avons assez pour leur briser la colonne vertébrale par la voie civile. Mais vous voulez plus. Vous voulez que cela leur fasse mal, donc nous allons ajouter la voie pénale. Pénale. Oui, plainte, pour menaces coercitives, de la part de Roman, pour injures et calomnies, de la part de Claudia et contre Alvaro, en plus de la demande de divorce avec séparation de biens et pension compensatoire en votre faveur. Plainte, pour un délit continu de violence psychologique dans le cadre familial. Elle me regarda fixement, quand ils liront cela dans le journal, dont Roman aura un malaise et son fils, une crise de panique, une vague de pouvoir, froid et net, me parcourut. C'était la même sensation que j'avais en dominant une hémorragie cérébrale impossible, quand demain les notifications arriveront par burofax à la première heure à leur domicile et lieu de travail et simultanément nous enverrons une lettre à chacun d'eux signée par moi. Une lettre qui leur laissera clair avec qui ils se mesurent. Elle sortit 3 feuilles de son bloc, c'était des copies en haut, son logo, Ruiz Associado, droit de la famille et pénal, en dessous, un texte succinct et dévastateur à Alvaro Mendoza Ruiz. Par la présente je vous communique que la docteure Marario, représentée par ce cabinet, a interposé une demande de divorce avec séparation de biens à votre encontre, avec demande de pension compensatoire en sa faveur, sur la base du déséquilibre économique et de la conduite coupable. Joint inventaire des biens communs et propres. Simultanément a été présentée une plainte pénale pour délit de violence psychologique habituelle dans le cadre familial. Les preuves, qui incluent enregistrement et documents financiers, seront apportées au tribunal. Vous avez 20 jours pour répondre. Il vous est recommandé d'engager un avocat. Cordialement, Covadonga Ruiz. La deuxième lettre pour Roman était encore plus tranchante, citant l'article 169 du Code pénal pour menaces conditionnées. La troisième pour Claudia détaillait les articles 208 et 209 pour injures et calomnies avec une demande d'indemnisation de 150 000 € pour dommages moraux et professionnels. Nous leur donnerons 24 heures d'avantage dit Covadonga en ramassant les copies. Puis nous filtrerons à la presse, pas tout, seulement le juste pour que le nom Mendoza commence à sentir le soufre. Vous demain devez être à l'hôpital visible, impeccable, en train d'opérer. Que ce soit un jour spectaculaire. Si possible, j'ai une craniotomie d'un politicien à 7 heures du matin. Elle sera retransmise en circuit interne pour la faculté. Mieux encore souriez aux caméras. Qu'on vous voit héroïque. En sortant du bureau, la nuit de Madrid m'enveloppa. Au lieu d'aller à mon studio, je conduisis jusqu'à l'hôpital. J'entrai dans mon bureau, enlevai ma veste et mis la blouse blanche. À 22 heures, l'étage de neurochirurgie était silencieux, seulement rompu par le doux bip des moniteurs. J'allais à l'USI voir Matteo, l'enfant de 7 ans dormait paisiblement. C'est constante, stable. Sa mère, recroquevillée dans un fauteuil me sourit avec des larmes dans les yeux. Merci, docteur, merci de lui avoir donné une vie. Je lui serrai l'épaule. Je ne dis rien. Ce n'était pas nécessaire. Ici, dans ce couloir illuminé par des néons, entre l'odeur d'antiseptique et d'espoir, j'étais celle que je devais être. Tout le reste était du bruit. Le jour à 8h15 du matin j'étais au bloc, avec les mains profondes dans le champ opératoire, disséquant un anévrisme cérébral complexe chez un sénateur retraité. La musique classique sonnait bas, mes mouvements étaient fluides, automatiques. Autour de moi, l'équipe était une horloge suisse. À ce moment de concentration absolue, je sus, avec une certitude viscérale, que les lettres arrivaient. 9h02 du matin. Alvaro recevrait le burofax dans son bureau ou plus probablement dans son appartement. Encore endormi. 9h15 du matin, Roman le recevrait dans sa villa de Majadahonda, juste après son deuxième café.
9h30 du matin. Claudia, dans sa maison de Pozuelo pendant qu'elle préparait ses enfants pour l'école. J'imaginais leur visage. L'incrédulité des Alvaro, la rage pourpre de Roman, la panique hystérique de Claudia. Je souris sous le masque. « Tout va bien, Mara ?» demanda le docteur Valdés. Mon assistant. « Parfait. » dis-je, le clip est en place. L'anévrisme est sorti. Ce fut l'une de mes meilleures chirurgies. Rapide, propre, élégante. En sortant du bloc, passé 12 heures, la fatigue était profonde mais satisfaisante. J'enlevai le masque et m'appuyai contre le mur froid du couloir. Ce fut alors que le vacarme arriva depuis l'entrée des urgences. D'abord ce furent des cris, puis le son de quelque chose qui se brisait et une voix que je reconnus instantanément déchirée, hors de contrôle. Mara. Louise sortit en courant de la salle des infirmières. Pâle. C'est ton mari. Il est dans le hall. Il est comme une bête. Il a jeté un pot de fleurs. La sécurité y va. Mais appelle la police. Louise maintenant et reste ici. Je marchai vers le hall principal. Ni vite ni lente, avec le calme de celle qui se dirige vers un lit de malade critique. Je le vis avant qu'il ne me voie. Alvaro était au milieu du hall entouré de 3 gardes de sécurité qui essayaient de le contenir sans le toucher. Il portait les mêmes vêtements que la veille, la chemise déchirée au col. Dans une main il agitait une liasse de papier. C'étaient les lettres. Dans l'autre, ma photo de mariage arrachée de son cadre. Le verre brisé à ses pieds. Qu'elle vienne, que cette fille de descende et me regarde en face. Monsieur, vous devez vous calmer. Me calmer. Ma femme me met une demande et me demande une pension qui est une folle. Les gens, patients, familles, personnel formaient un cercle autour de lui en enregistrant avec leur téléphone, un spectacle dantesque. Alors il me vit. Ses yeux, injectés de sang se plantèrent dans les miens. Un cri animal sortit de sa gorge. Te voilà. Allez, explique-moi ça, salope. Il rompit le cordon de sécurité et se lança vers moi. Je ne bougeais pas. Je restais debout avec la blouse blanche tachée de bétadine, les gants encore mis. Le regardant fixement, il s'arrêta à 1 mètre de moi, haletant. L'haleine à l'alcool et à la haine. C'est une blague, Mara. Une blague de mauvais goût. Il agita les papiers devant mon visage. Ce n'est pas une blague, Alvaro, dis-je. Et ma voix sonna claire et tranquille dans le silence soudain du hall. Ce sont des conséquences. Conséquences. Conséquences de ce que tu es une égoïste, une froide, une de ce que tu m'as menti. Tu m'as utilisé, tu m'as humilié. Je l'interrompis. Lis la demande. Tout est là. Il lança un hurlement de frustration et jeta les papiers en l'air. Je ne veux rien lire. Je veux que tu t'agenouilles et me demandes pardon. Je suis ton mari. Non, dis-je. Et ce fut un mot simple, plat, définitif. Plus maintenant. Quelque chose se brisa en lui. La rage céda la place à une fureur aveugle. Que non dis-tu? Sa main se leva. Un murmure d'horreur parcourut le hall. Les gardes de sécurité se précipitèrent, mais il était tard. Son bras descendit comme un fouet. Je ne fermai pas les yeux, je le vis venir, mais le coup n'arriva jamais. Une grande main, brune, attrapa le poignet des Alvaro dans l'air à quelques centimètres de mon visage. C'était l'un des gardes, un homme immense. Monsieur, avec cela vous êtes allé trop loin. Alvaro se débattit, criant des insultes. À ce moment, 2 policiers nationaux entrèrent par la porte tournante avec les mains sur leurs pistolets. Tout le monde immobile. Lâchez-le. Ce fut rapide. Alvaro en voyant l'uniforme s'effondra. La fureur se transforma en un pleur hystérique. C'est elle, officier. Elle est en train de détruire ma vie. C'est une sorcière. Les agents le menottèrent avec une froideur professionnelle pendant qu'ils l'emmenaient en se débattant et en pleurant. L'un d'eux s'approcha de moi. Docteur Rio, allez-vous porter plainte? Elle est déjà portée. Agent, dis-je en désignant les papiers éparpillés sur le sol. Et mon avocate apportera les enregistrements des menaces précédentes.
Ceci fut une attaque préméditée. Il acquiesça. Nous aurons besoin de votre déclaration. Bien sûr. Après avoir terminé ma garde, maintenant j'ai des patients. Je me retournai et marchai de retour vers les blocs. Je sentais tous les regards plantés dans mon dos. Non de jugement, mais de quelque chose de pire. De pitié et de fascination morbide. La nouvelle serait déjà sur les réseaux dans une heure dans les digitaux. Chirurgienne agressée par son mari en plein hôpital. Louis me rattrapa dans le couloir. Mara, mon Dieu, tu vas bien? Oui, il est prêt le prochain patient. Il me regarda comme si j'étais folle. Le patient Mara, tu viens juste de il est prêt, Louis. Répétai-je avec un ton qui n'admettait pas de réplique. Il avala sa salive. Oui, la petite fille britannique. Pour la révision de la dérivation. Allons-y. Pendant que je révisais la petite fille en lui souriant, en lui parlant dans un anglais tranquille. Mon téléphone dans la poche de la blouse ne cessait de vibrer. Notification, appel de numéros inconnus, journaliste. Je l'ignorais. À 13h, Covadonga m'envoya un message. Les images sont brutales. Ils t'ont fait le travail. L'ordonnance d'éloignement est une question d'heure. Tiens le coup. À 15h je sortis de l'hôpital par la porte de derrière, mais il était déjà tard. Un petit groupe de journalistes attendait micro, caméra. Une jeune femme se précipita. Docteur Rio, pouvez-vous commenter ce qui s'est passé? Votre mari vous a agressé. Je m'arrêtai. Je les regardais tous. Je pensais aux mots de Covadonga héroïque. Je ne vais pas commenter sur la procédure légale en cours. Dis-je d'une voix sereine, je veux seulement dire que je suis venu aujourd'hui travailler comme je le fais chaque jour pour sauver des vies et que rien, ni la violence ni la diffamation ne m'écartera de cet engagement. Merci. Je me tournai et m'éloignai. Derrière moi un cœur de questions. Je ne regardais pas en arrière. J'avais donné le premier coup dans la guerre publique et il avait été parfait. La réaction des Mendoza se fit attendre. Cette même nuit, à 20h ils convoquèrent une conférence de presse dans le jardin de la maison de Roman à Majadahonda. Covadonga m'envoya le lien en direct. Je m'assis sur le canapé de mon studio avec une assiette de lentilles froides et je la vis. Ce fut pathétique. Roman, debout derrière un pupitre prêté avec un costume qui lui allait grand, flanqué de Claudia, larmoyante et d'un avocat bon marché en costume froissé. Derrière quelques voisins et les amis les plus rances du patriarche. Nous venons commença Roman d'une voix tremblante d'indignation dénoncer l'une des plus grandes injustices que cette famille ait subies. Mon fils, un homme bon, travailleur, a été trahi, diffamé et vilipendé par une femme ambitieuse et sans scrupules qui veut lui ruiner la vie pour continuer avec sa carrière déchaînée. Claudia s'appuya sur son père. Mon frère est un saint. Elle l'a rendu fou. L'avocat, un type à la mine renfrognée. Lui un communiqué plein d'impropriétés légales mal utilisées. Ils accusaient de prévarication émotionnelle, d'escroquerie conjugale. C'était un esperpanto. Mais le pire vint à la fin. Quand ils ouvrirent le tour des questions, un journaliste d'un digital demanda « Avez-vous une preuve des infidélités ou des ambitions démesurées de la docteure ?» Roman, hors script, se gonfla comme un crapaud. Pas besoin de preuves. C'est une femme qui sent le sang, qui préfère les couteaux à son mari. Nous l'avons tous vu. Le silence fut absolu. Même le journaliste resta bouche bée. Claudia tira sur la veste de son père. Pâle comme la mort. Roman se rendit compte trop tard de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait admis en direct devant 3 caméras. Ils coupèrent l'émission brusquement, mais le clip monté volait déjà sur Internet. Beau-père de chirurgienne, elle sent le sang. Elle préfère les couteaux à son mari. Covadonga m'appela à la seconde. Tu l'as vu? Oui. Il vient de signer sa sentence et celle de sa fille. Demain nous présentons la demande pénale contre eux avec cette vidéo comme preuve principale. C'est injure, calomnie et atteinte grave à votre dignité professionnelle. C'est glorieux. Je raccrochai. Je restais à regarder l'écran noir de la télévision. Je ne ressentais pas d'euphorie, seulement un vide énorme. J'avais gagné la bataille, peut-être la guerre, mais le champ était plein de cadavres. Celui de mon mariage,
celui de mon illusion et celui de la dernière miette de foi qui me restait dans la bonté des gens que j'avais un jour appelés famille. La sonnette retentit. Ce n'était pas l'heure des visites. Je regardais par le Judas dans le palier, pâle, tremblante, les mains enfoncées dans les poches d'une veste fine. C'était Laura Soli, la stagiaire. J'ouvris. Elle me regarda avec des yeux d'animal acculé. « Docteur Rio, j'ai besoin de parler avec vous. Vous allez me détruire. » Je l'observais. Elle était jeune, jolie, avec cet air de fragilité que les avares du monde aiment exploiter. « Je ne vais pas te détruire, Laura. » dis-je, en ouvrant grand la porte. « Mais entrez, s'il vous plaît, et racontez-moi exactement ce que mon mari vous a promis en échange de coucher avec lui. » Elle entra et en le faisant commença à pleurer entre sanglots. L'histoire sortit à flot, promesse d'un poste fixe, cadeau cher payé avec mon argent. Et la dernière il m'a dit que si on me demandait un jour, de dire que vous m'aviez menacé, que vous m'aviez offert de l'argent pour m'éloigner de lui. Il m'a donné 5 000 € en liquide la semaine dernière. Mais j'ai vu les nouvelles, j'ai vu ce qu'ils font et je ne veux pas. Tu as l'argent ? Demandai-je. Avec douceur elle acquiesça en sortant une liasse de billets de son sac. Garde-le. Demain à 9 h tu as un rendez-vous avec mon avocate Covadonga Ruiz. Apporte l'argent et dis-lui exactement ce que tu viens de me dire avec nom, date et la partie sur la coercition pour falsifier un témoignage et à moi elle me dénoncera. Tu es une victime de plus, Laura, d'un prédateur. Aide-nous à l'enfermer et tu pourras continuer ta vie. Sinon je ne terminais pas la phrase, ce n'était pas nécessaire. Elle acquiesça. Défaite. J'irai. Je raconterai tout. Quand elle partit, je restai appuyé contre la porte. La nuit était profonde. Dans la rue Madrid continuait son rythme. Étranger à mon drame. En quelques heures. J'étais passé d'agressé à archer. J'avais toutes les flèches et je visais le cœur de la bête. Demain les plaintes pénales arriveraient au tribunal avec le témoignage de Laura, avec la vidéo de Roman, avec les enregistrements, avec tout. Le cauchemar était sur le point de se terminer ou de se transformer en quelque chose de nouveau. Je souris sans joie. J'avais vaincu. Mais je savais dans un endroit sombre de mon âme que la victoire quand elle se construit sur les ruines de ta propre vie a un goût étrange, un goût de sang, de fer et de solitude. L'odeur de bois poli, de peur et d'encre d'imprimante judiciaire est unique. Elle ne ressemble à rien. C'est l'odeur des vies déchirées sous la froide logique des articles du Code. La salle 4 du pénal du tribunal supérieur de justice de Madrid sentait exactement cela. J'étais assise à côté de Covadonga Ruiz avec un tailleur veste gris perle, les mains calmes sur les genoux. Face à moi, sur le banc des accusés, étaient assis 3 personnages qui semblaient rapetissés par la majesté lugubre de la salle, Alvaro, Roman et Claudia, chacun avec son propre avocat commis d'office. Des hommes avec des costumes bon marché et des visages de résignation. Ce n'était pas la légion de pénalistes chers que Roman avait promise, c'était l'effondrement. Le juge, un homme âgé au geste fatigué, donna le début de l'audience. Nous procédons au jugement oral pour la cause 1245/2026. Dans la partie accusatrice la docteure Marario, représentée par l'avocate Covadonga Ruiz, dans la partie accusée Alvaro Mendoza Ruiz, de Roman Mendoza Lopez et Doña Claudia Mendoza Garcia. S'ouvre le tour des interventions. Covadonga se leva. Elle n'avait pas besoin de notes. Elle portait la loi dans la tête et le venin au bout de la langue. Monsieur le juge, avec votre permission nous présentons 3 plaintes dans une seule procédure pour la connexion évidente des faits. Contre Alvaro Mendoza, pour un délit continu de violence psychologique dans le cadre familial. Article 173.2 du Code pénal. Et pour adultère comme cause de déséquilibre et de préjudice dans le processus de divorce contre Roman Mendoza pour un délit de menace conditionnée. Article 169. Au degré de tentative en menaçant la licence professionnelle de ma représentée et contre Doña Claudia Mendoza pour un délit de calomnie et injure. Articles 208 et 209. Au moyen d'une campagne systématique sur les réseaux sociaux destinée à porter atteinte à l'honneur et au prestige professionnel de la docteure Rio. Roman essaya de se lever en marmonnant quelque chose. Son avocat tira sur sa veste. Monsieur le juge, mon client se tait, dit le juge sans élever la voix. Votre tour viendra. Continuez. L'avocate Covadonga sourit.
Un geste de prédatrice. Pour le prouver, nous présenterons des preuves documentaires, testimoniales et expertales. Nous commencerons par l'origine. L'enregistrement du dîner du 10 mars. Sur un écran fut projetée la transcription. Puis on entendit la voix de Roman claire et méprisante. « Tu sens le sang, ne t'assois pas à ma table. » Le silence gênant. La voix des Alvaro faible. « Aujourd'hui c'est son jour. » Mara. Dans la salle. Claudia baissa la tête. Alvaro regardait devant. Pétrifié. Roman, rouge de colère, marmonnait. Cet enregistrement est illégal. Il est légal, monsieur le juge, coupa Covadonga avec sentiment unilatéral. La docteure était partie de la conversation. Nous passons à la preuve 2. Le cycle de menaces. Pendant l'heure suivante, la salle écouta les enregistrements, les messages des Alvaro. Je vais te ruiner la visite à mon appartement. Tu vas regretter. Et puis le joyau de la couronne. La voix de Roman dans mon salon. Grave et pleine de superbe. Une erreur chirurgicale, une plainte. Ces choses arrivent. En entendant sa propre voix, Roman pâlit. Son avocat ferma les yeux sachant qu'il était perdu. Et maintenant, dit Covadonga, la preuve reine, la campagne d'intoxication. Elle montra à l'écran l'expertise informatique, les Philippés qui menaient des publications diffamatoires au routeur de Claudia, les profils faux, tous liés à son courrier électronique, les commentaires coordonnés. C'était un travail grossier mais massif. Doña Claudia, demanda Covadonga. En se tournant vers elle, reconnaissez-vous que l'utilisateur @Familia Tradicional Madrid, qui a publié que la docteure Rio priorise sa carrière sur la vie de ses patients, et de votre authorship. Claudia tremblante regarda son avocat. Il acquiesça résigné. Moi je voulais seulement défendre ma famille, murmura-t-elle. Ce n'est pas une réponse, monsieur le juge, dit Covadonga. Mais nous tenons le lien pour prouver. Nous passons aux témoins. Le premier fut Luis. Il monta à la barre, nerveux avec son meilleur costume. Il jura de dire la vérité. Covadonga alla droit au but. Luis, depuis combien de temps travaillez-vous avec la docteure Rio? 8 ans. Je suis son infirmier instrumentiste principal. Décrivez-la comme professionnelle. Luis avala sa salive. Puis sa voix se fortifia. C'est la meilleure chirurgienne avec qui j'ai travaillé. Méthodique, brillante, humaine. Les patients l'adorent, elle sauve des vies que d'autres donnent pour perdu et elle le fait avec un dévouement absolu. Souvent elle sort la dernière de l'hôpital et comme personne l'avez-vous vu être froide ou dénaturée, comme on l'a décrit dans certains blogs. Non. La voix de Luis retentit dans la salle. Elle est réservée. Oui, mais c'est la personne la plus décente que je connaisse. Je me souviens. Sa voix se brisa. Je me souviens d'une fois. Il y a 3 ans elle avait opéré 12 heures. Une tumeur infantile très complexe. Elle était épuisée et pourtant elle est restée toute la nuit à l'USI à côté du lit de l'enfant en tenant la main de la mère. Pourquoi la mère ne parlait pas espagnol et était terrifiée? C'est ça être froide. Il y eut un silence. Même le juge parut ému. Merci Luis. Seulement une question de plus. Le jour de l'agression dans le hall de l'hôpital qu'avez-vous vu? Luis regarda Alvaro avec mépris. J'ai vu un homme hors de contrôle criant, insultant, essayant de frapper la docteure. La docteure Rio est restée debout sereine pendant qu'il l'appelait. De tout ce fut honteux. L'avocat des Alvaro essaya un contre-interrogatoire, mais ce fut inutile. Luis était un témoin de fer. Le deuxième témoin fut Laura Soli. En entrant, pâle comme un fantôme, Alvaro lança un grognement sourd. Toi silence dans la salle, avertit le juge. Laura déclara d'une voix tremblante, mais claire tout, les voyages, les cadeaux, les promesses et puis le pourboire des 5000 €. Il m'a dit que si on me demandait de dire que la docteure Rio m'avait menacé, qu'elle m'avait offert de l'argent pour m'éloigner de lui, mais c'est un mensonge. Il m'a donné l'argent à moi. L'avocat des Alvaro sauta. Cette fille est une stagiaire dépitée. Elle ment pour nuire à mon client. Covadonga ne s'émut pas. Avez-vous des preuves de ce dépit, maître, ou est-ce une autre de vos affirmations sans fondement? Elle se tourna vers le juge.
Nous apportons comme preuve le virement bancaire des Alvaro à Doña Laura de cette quantité. Le même jour de la supposée offre de la docteure. La justification, pour dépenses, elle laissa tomber le papier sur la table, très éloquent. Le coup fut mortel, on le voyait sur le visage des Alvaro. C'était le visage d'un homme qui voyait s'effondrer son château de mensonges brique par brique. Puis vint le tour des accusés. Claudia, d'abord essaya la carte de la mère de famille désespérée. Elle pleura. Elle parla de défendre l'honneur des siens. Covadonga l'a mise en pièces avec la précision d'un neurochirurgien. Doña Claudia, pouvez-vous expliquer au tribunal pourquoi? Si votre seule préoccupation était le bien-être familial, vous avez consacré jusqu'à 6 heures par jour. Selon l'expertise, à créer et gérer des profils faux pour diffamer votre belle-sœur. Moi non, c'était seulement des opinions. Opinion. Appeler salope ambitieuse une chirurgienne qui sauve des enfants est une opinion. Covadonga leva une impression. Ici vous avez un de vos tweets depuis le profil @justiciera familiar. Il y a des femmes qui devraient être stérilisées pour ne pas contaminer la planète avec leur froideur. C'est ça défendre sa famille. Doña Claudia, ou c'est de la haine pure et dure? Claudia s'effondra en pleurant sans consolation. Il n'y eut pas de réponse. Puis, Roman monta à la barre avec sa canne, gonflant la poitrine, essayant de récupérer son autorité d'antan. Sa déclaration fut un monologue sur le respect, la tradition et l'ingratitude des nouvelles générations. Je voulais seulement remettre à sa place une femme qui s'était oubliée de quelle était la sienne. Une femme ne doit pas gagner plus que son mari. Elle ne doit pas sentir l'hôpital. Elle doit élever des enfants. Ne pas jouer à être Dieu avec un scalpel. Le juge l'observait. Impassible. Quand il termina, Covadonga se leva, ne posa même pas une question, elle dit seulement, avec votre permission, monsieur le juge, je ne vais pas perdre le temps de ce tribunal. Les propres mots de l'accusé dans cette salle confirment la misogynie et l'intention de préjudice qui étaient déjà patents dans les enregistrements. Elle passa à un autre sujet. Ce fut le mépris le plus absolu et le plus efficace. Roman resta bouche bée comme si on lui avait craché au visage. Son autorité, son monde, se réduisait ici à rien, à un vieux désagréable criant dans le vide. Enfin, Alvaro était émacié avec un costume qui lui allait large. Il avait perdu l'éclat d'enfant gâté. Maintenant il n'était qu'un homme effrayé. Son avocat essaya une défense désespérée. Mon client est victime d'une femme froide et calculatrice qui l'a acculé émotionnellement, qui l'a poussé à chercher consolation ailleurs. Covadonga ne le laissa pas terminer. Monsieur le juge, je demande la permission d'interroger l'accusé. Accordé. Covadonga s'approcha de la barre, regarda Alvaro fixement. Alvaro, une question simple. Au cours des 8 ans de mariage, combien de factures de la maison commune avez-vous payées avec votre salaire? Alvaro ouvrit la bouche, la ferma. Je contribuais, oui ou non? As-tu payé une fois l'hypothèque de l'appartement de Paseo de la Habana valorisé à 1,2 million d'euros, dont l'apport initial a été entièrement mis par la Dr Rio? Elle gagnait plus. Il était logique que oui ou non. Alvaro, non. Merci. Deuxième question. Est-il vrai qu'au cours des 12 derniers mois vous avez dépensé 48 000 euros en carte de crédit que la Dr Rio alimentait mensuellement? C'était des dépenses de représentation pour mon travail. Son travail comme consultant dans une start-up qui a facturé 12 000 euros l'année dernière, avait besoin de 48 000 en restaurants et vêtements pour représenter cette entreprise. Alvaro ne répondit pas, il transpirait. Troisième question. Quand votre père a dit à votre femme qu'elle sentait le sang, pourquoi ne l'avez-vous pas défendu cette fois? Alvaro leva le regard. Ses yeux, pleins d'une haine impuissante, se plantèrent dans les miens. Pourquoi? Parce que c'était l'anniversaire de mon père. Elle aurait pu s'excuser sans aller se laver. Il n'était pas nécessaire de faire un numéro. Covadonga acquiesça lentement. Je comprends. Pour vous, défendre votre épouse d'une insulte vexatoire était faire un numéro, pendant que dépenser l'argent de cette épouse en amant et costumes chers. Ce n'est pas ainsi. L'intéressé ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Son silence était la déclaration la plus éloquente. Covadonga se tourna vers le juge. Monsieur le juge, il n'y a plus de questions. L'accusation a terminé.
L'audience fut suspendue pour délibération. Ce furent 3 heures. 3 heures dans une petite salle annexe avec Covadonga en train de réviser des notes et moi regardant par la fenêtre la place de la villa. Je ne ressentais rien ou je ressentais trop. Tout à la fois comprimé dans un bloc de glace dans la poitrine. Quand nous revînmes dans la salle, la tension était physique, comme un champ électrique. Les 3 accusés étaient pâles. Claudia sanglotait en silence. Roman avait le regard perdu. Alvaro regardait devant comme un condamné à mort. Le juge entra, s'assit. Son visage était inexpressif. Au nom de Sa Majesté le roi et par autorité conférée par le peuple espagnol. Cette salle dicte sentence. Un silence absolu sur la demande de divorce 1244/2026. Est décrété le divorce de Álvaro Mendoza Ruiz et Doña Marario Galgo. Est appliqué le régime de séparation de biens. Étant donné le déséquilibre économique abyssal et la conduite coupable de l'époux. Est condamné Alvaro au paiement d'une pension compensatoire en faveur de Doña Mara de 45 000 € en concept de remboursement de dépenses non justifiées. L'immeuble de Paseo de la Habana sera mis en vente et son produit net sera réparti à 70% pour Doña Mara et 30% pour Alvaro. En attention à l'apport initial et au paiement réalisé, Alvaro laissa échapper un gémissement sur la plainte pénale. Concernant Álvaro Mendoza Ruiz, il est déclaré coupable d'un délit de violence psychologique habituel dans le cadre familial. Condamnation, 1 an de prison avec sursis pour être premier délit et travaux d'intérêt général pendant 6 mois. Concernant Roman Mendoza Lopez, il est déclaré coupable d'un délit de menace conditionnée, condamnation 6 mois de prison, avec sursis pour son âge et absence d'antécédents et une amende de 12 000 € concernant Doña Claudia Mendoza Garcia. Elle est déclarée coupable d'un délit de calomnie et injure, condamnation paiement d'une indemnisation à Doña Marario de 75 000 € pour dommages moraux et professionnels et la publication d'extraits de cette sentence dans 3 journaux de tirage national. À ses frais. Claudia lança un cri étouffé. Je ne peux pas payer ça. Je n'ai pas d'argent. Le juge l'ignora. Les frais du procès seront assumés à 80% par les accusés et 20% par la partie demanderesse. La sentence est définitive. L'audience est levée. Le marteau frappa le bois. Un son sec. Fin. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis Roman se mit debout. Son visage était congestionné. Une tache pourpre de rage et d'impuissance. Il désigna d'un doigt tremblant vers moi. Toi sorcière, toi tu as détruit ma famille. Les mots lui sortaient entrecoupés. Soudain il porta la main à sa poitrine. Une grimace de douleur terrible déforma son visage. Il émit un son guttural et ses yeux se révulsèrent. Il s'effondra en arrière lourdement, frappant le sol de la salle avec un bruit sourd. Le chaos éclata. Cris. Claudia courant vers son père. Alvaro paralysé, les avocats appelant les urgences. Je restais debout à regarder le corps étendu de mon ex-beau-père. Je remarquai la main de Covadonga sur mon bras. Ne bouge pas, murmura-t-elle. Ne t'approche pas. Les services d'urgence arrivèrent en minute. Ils le montèrent sur une civière. L'un des sanitaires, après un examen rapide, dit « Ictus massif, il faut l'emmener à l'hôpital le plus proche, à La Paz ». Alvaro soudain sortit de son stupéfaction. Ses yeux, exorbités me trouvèrent. Il courut vers moi en esquivant les gardes. « Mara, s'il te plaît, c'est La Paz. C'est ton hôpital, tu dois faire quelque chose. Tu es la meilleure, tu peux le sauver. » Il s'agenouilla littéralement devant moi. En m'attrapant la veste. « Je t'en supplie, c'est mon père et sauve-le. » Tous les yeux étaient posés sur moi, ceux du juge, des avocats, des sanitaires. Claudia en pleurant. Je regardais Alvaro dans ses yeux pleins de larmes et de panique. Puis je regardais le corps inerte de Roman sur la civière. Je me rappelais ces mots. Tu sens le sang, ne t'assois pas à ma table. Je m'accroupis un peu pour que seul lui m'entende. Ma voix était un murmure de glace. Tu te souviens de ce qu'il m'a dit Alvaro? Tu sens le sang. Ne t'assois pas à ma table, eh bien aujourd'hui ton père est en train de se noyer dans son propre sang et mes mains, celles qui sentent le scalpel et la vie, pourraient le sauver. Je fis une pause en voyant comment l'horreur se peignait sur son visage. Mais je ne le ferai pas. Je n'ai pas l'intention de le toucher.
Il recula comme si je lui avais craché dessus. Tu es un monstre, une assassine. Non, dis-je en me redressant. Je suis chirurgienne et aujourd'hui pour la première fois je choisis à quelle table je m'assois et qui j'opère. Je me tournai vers le sanitaire-chef. Emmenez-le au Ramon I. Cajal. Le docteur Samuel Valdés, chef de neurologie. Il est excellent. Dites-lui qu'il vient de ma part. Sans regarder en arrière, je pris mon sac et sortis de la salle. Derrière. L'écho des cris des Alvaro, des sanglots de Claudia, s'estompa à mesure que je marchais dans le couloir judiciaire, long et froid. Covadonga me rattrapa à la sortie sous la pluie fine qui avait commencé à tomber. Ce fut dur, dit-elle, sans plus. Ce fut juste, répondis-je, et c'était la vérité. Je ne me sentis pas euphorique. Je ne me sentis pas vengé, je me sentis vide, propre, mais vide. Comme après avoir extirpé une tumeur maligne, le patient vit, mais il reste un vide, une cicatrice. Et maintenant ? Demanda Covadonga. Maintenant, dis-je en regardant vers le ciel plombé de Madrid. Maintenant je commence à remplir ce vide avec quelque chose qui ne soit pas du poison. Mon téléphone sonna. C'était Luis. Mara, tu vas bien ? J'ai entendu pour le jugement. Et pour ton beau-père. Je vais bien. Luis, qu'est-ce qui se passe ? C'est Matteo. L'enfant est réveillé et demande après toi. Il dit qu'il veut te remercier en personne. Un sourire, le premier réel depuis des semaines, naquit sur mes lèvres. Là était ma table, ma place. Pas dans un restaurant de luxe, ni dans un tribunal. Dans la chambre 214 de l'USI pédiatrique, où un enfant de 7 ans me souriait avec vie. J'y vais, Luis. Tout de suite. Je raccrochai. La pluie me mouillait le visage, mais pour la première fois depuis très, très longtemps, cela ne m'importait pas. La sentence était dictée, la guerre terminée et la vie avec toute sa crudité et sa beauté m'attendait. L'air dans la cabine de première classe d'Iberia. Vol IB 625 à destination de New York. Sentait le café fraîchement fait, le cuir propre et les possibilités infinies. À côté de moi, sur le siège 2A, un cadre allemand travaillait sur son ordinateur portable, m'ignorant complètement. Je préférais cela ainsi, dehors. La piste de Barajas s'étendait sous un ciel bleu pâle de printemps madrilène. Sur mes genoux, ouverts, mais sans lire, était le dernier numéro du New England Journal of Medicine en couverture, un titre, avancé en chirurgie mini-invasive des tumeurs pédiatriques. L'héritage de l'équipe du Mount Sinai. Mon nom était en 3e place parmi les auteurs. Ce n'était pas la première, mais il était là. Je faisais partie de quelque chose de grand. Encore une fois mon téléphone en mode avion montrait la dernière notification. Un WhatsApp de Louis envoyé il y a 1 heure. Tu es déjà en l'air, chef. Ne reviens pas tard, ici tes résidents vont devenir insupportables sans toi. Et Matteo demande quand tu viens voir son nouveau dessin. Il en a un d'une docteure avec super pouvoir. Il te ressemble beaucoup. Bon voyage. Tu me manques. Je souris. Tu me manques. Il y a 6 mois que ces mots ne me produisaient pas une panique sourde, mais une chaleur aigre-douce. 6 mois depuis la sentence, depuis l'ictus de Roman, depuis que j'ai mis un océan entre nous, l'hôtesse, impeccable avec son uniforme rouge, se pencha avec un sourire professionnel. Quelque chose à boire avant le décollage. Docteur Rio, cava peut-être, je la regardais. Docteur Rio. Non, Madame de Mendoza. Non, la femme de. Seulement moi. Mon nom, mon titre. Oui, s'il vous plaît. Cava, brute nature, si vous en avez, bien sûr, en attendant, je laissai mon regard errer par le hublot. Madrid s'éloignait, devenait petite, un diorama de tuiles et d'asphalte où j'avais livré ma guerre et finalement gagné ma paix. Cela n'avait pas été facile. Les semaines après le jugement furent un tourbillon de formalités, de signatures, de vide. La vente de l'appartement, le virement des 45 000 € des Alvaro sur mon compte, il les paya d'un coup. Je suppose qu'avec l'avance de sa part de la vente, avant qu'on ne puisse la saisir, la publication de la sentence dans le pays, ABC et El Mundo, dans la section des annonces légales, payée par Claudia, un petit encadré, discret, que personne ne lirait.
Mais qui pourrait dû être comme publier sa propre exécution, ce qui arriva à Rome en fut plus lent, plus cruel. L'ictus le laissa hémiplégique et avec aphasie sévère. Il pouvait comprendre, mais à peine pouvait-il articuler des mots. Les quelques-uns qui sortaient étaient des sons gutturaux, incompréhensibles. Ils l'hospitalisèrent au Ramon y Cajal. Samuel Valdès, mon ancien chef, m'appela le lendemain. Mara, c'est Samu. J'ai opéré ton beau-père. Le caillot était massif. Nous l'avons sauvé, mais les séquelles sont importantes. Il aura besoin de soins permanents. Merci, Samu. Tu as fait ce que tu as pu. Mara hésita. Il demande après toi. Ou plutôt il essaie de demander. Il bouge les yeux vers la porte. Il fait des sons. Sa femme dit qu'il te cherche. Je serrai le téléphone. Je ne le cherche pas lui, Samu. Et je ne vais pas y aller. Il y eut un silence. Je comprends. Je te le disais seulement. Prends soin de toi. Je raccrochai et ne demandais plus. Roman Mendoza était sorti de ma vie. Sa chaise à ma table était vide et je n'avais pas l'intention de la remplir à nouveau. Le travail fut mon salut. Je revins à La Paz la tête haute. La nouvelle du jugement s'était répandue comme une traînée de poudre, mais la version qui prévalut fut celle des enregistrements, celle des preuves, celle d'un homme qui criait dans un hall et d'un vieux misogyne qui menaçait de ruiner une carrière. La compassion, curieusement, fut de mon côté. Les mêmes collègues qui avant me regardaient avec pitié, maintenant me saluaient avec un respect nouveau, mêlé d'un peu de crainte. Je n'étais pas seulement la chirurgienne brillante, j'étais celle qui avait tenu tête et avait gagné. Mais quelque chose avait changé en moi. L'hôpital n'était plus mon refuge total, c'était mon travail et j'avais besoin de quelque chose de plus ou de quelque chose de moins. J'avais besoin de respirer un air qui ne sente pas mon passé. Ce fut alors que arriva l'email du Mount Sinai, une offre pour un fellowship d'1 an en chirurgie pédiatrique des tumeurs cérébrales avec le docteur Arthur Brown. Une légende vivante. Ce n'était pas une promotion, c'était un changement, un redémarrage. Et il venait avec un salaire qui bien que moindre était plus que suffisant pour une vie sobre à New York. Je le parlais avec la docteure Ortiz 1 an. Mara, c'est beaucoup de temps. Tu es essentielle ici. Personne n'est essentiel, directrice. Et j'ai besoin de partir pour revenir meilleur ou pour ne pas revenir, mais j'ai besoin de partir. Elle m'étudia, vit la détermination dans mes yeux, acquiesça. Une année d'excédent de formation. Ta place sera ici. Mais je t'avertis, la concurrence est féroce et ici aussi nous avançons. Je sais. Merci. Et ainsi, en 1 mois je démontai ma vie à Madrid. Je louai mon studio de Chambry. À une résidente de chirurgie sérieuse et discrète. Je mis dans une valise l'essentiel, vêtements, quelques livres, mon stéthoscope et la photo de Matteo souriant depuis l'USI. Le reste, meubles, souvenirs. Je le mis dans un garde-meuble. Peut-être un jour je le voudrais ou peut-être pas. Les adieux les plus durs furent avec Louise dans un bar de toujours près de l'hôpital en prenant une bière. 1 an, chef, 12 mois sans que tu me grondes pour avoir laissé le chariot d'instruments de travers. Tu apprendras à survivre, dis-je en souriant. Il resta sérieux. Au fond, je suis content. Tu le mérites. Un nouveau début. Loin de tout cela, il fit un geste vague. Mais promets-moi une chose. Dis-moi que tu ne vas pas rester là-bas, que New York ne va pas te voler. L'Espagne, cet hôpital, cette équipe, a besoin de toi. J'ai besoin de toi comme ami, comme chef. Ces mots me touchèrent plus que ce que j'attendais. Ce n'est qu'1 an, Louis, je reviens avec de nouvelles techniques et probablement avec un pire caractère à cause de l'accent américain. Il rit. Et nous trinquâmes pour de nouveaux débuts. Le son du capitaine par le haut-parleur me sortit de mes pensées. Mesdames et messieurs, nous avons atteint l'altitude de croisière. Le temps de vol jusqu'à New York sera de 8h30. Profitez du voyage. L'hôtesse arriva avec mon cava. La coupe, froide et élégante, brillait avec les bulles. Je la pris. Je regardai par le hublot. Nous étions au-dessus de l'Atlantique, une nappe interminable de coton blanc sous nous. Aucune trace de terre. Comme moi, suspendu entre 2 vies. J'ouvris mon ordinateur portable.
J'avais une connexion Internet par curiosité malsaine ou pour fermer un cercle. Je cherchais sur Google Álvaro Mendoza, Madrid. Les résultats furent éloquents. Quelques nouvelles vieilles sur le jugement, un profil LinkedIn non mis à jour depuis des mois et à la deuxième page une annonce de voiture d'occasion. Vend Álvaro. Audi A5 2022. Prix négociable. Urgent. Je souris sans joie. La voiture que j'avais payée, il la vendait pour survivre. Je cliquais. Les photos montraient la voiture encore impeccable, le prix, 40% en dessous du marché. Urgent, le mot le disait tout. Puis, presque sans le vouloir, je cherchais Claudia Mendoza Pozuelo. Apparut son profil Instagram, maintenant privé, la bio disait « Dieu est mon guide, la famille, ma forteresse ». La dernière photo publique d'il y a 3 mois était un gros plan de main entrelacé, une légende, apprenant ce qui importe vraiment. Hashtag soin, hashtag patience, hashtag amour véritable. Les commentaires de ces mêmes amis clones étaient de soutien. Tu es un ange, Claudia. Ton père a de la chance de t'avoir. Oui, Don Roman avait de la chance, parce que Claudia, sans l'argent de ma carte, sans son rôle de dame oisive, s'était convertie en sa soignante à temps complet. La sentence l'avait obligée à vendre des bijoux, peut-être à demander de l'argent à son ex-mari pour payer mon indemnisation. Et maintenant, sans revenu, sa vie était donnée à manger, laver et bouger un homme qui ne pouvait même pas le lui remercier. L'ironie était parfaite. La femme qui méprisait le travail, qui me critiquait pour prioriser ma carrière, maintenant avait le travail le plus dur, ingrat et non rémunéré du monde, et celle qui priorisait sa carrière. Volait à New York pour opérer au Mount Sinai. Je fermais l'ordinateur portable. Il n'y avait plus rien à voir. Le karma, bien que lent, était un chirurgien exceptionnel. Il avait extirpé les tumeurs de ma vie avec une précision brutale. Le vol passa entre rêves légers, lecture d'articles et menus excellents. Quand le capitaine annonça le début de la descente à Juevka, le cœur me battit avec une émotion nouvelle. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'attente. En sortant de l'avion, le choc de New York fut immédiat. Le brouhaha, les visages de partout, l'anglais rapide et guttural, l'odeur de bretzel et de café bon marché. Je suivis le fleuve de gens jusqu'au contrôle des passeports. Je récupérai ma valise et sortis dans la zone d'arrivée. Parmi la foule, un homme grand en blouse blanche sous un manteau tenait un panneau. Dr Rio, welcome to NYC. C'était Arthur Brown. En personne, il avait les cheveux blancs ébouriffés, des lunettes en écaille et un large sourire authentique. Je m'approchai. Dr Brown. Je suis Marario. Ce n'était pas nécessaire que vous veniez me recevoir, Arthur, s'il vous plaît. Et bien sûr que c'était nécessaire. Dit-il avec un anglais à fort accent de Brooklyn. Il prit ma valise sans demander. Quand une star comme toi accepte de venir, on la reçoit en personne. Le taxi nous attend. Bon vol. Oui, merci. Dans le taxi jaune, zigzagant dans la circulation de Queens vers Manhattan, Arthur ne cessait de parler des cas de l'équipe de la ville. Son enthousiasme était contagieux. Demain, si tu n'es pas trop fatigué, nous avons un méningiome intraventriculaire chez une fille de 5 ans. C'est ta spécialité. J'ai vu tes articles. J'adorerais que tu sois au blog comme observatrice. Bien sûr, pour commencer, j'adorerais. Dis-je, et c'était vrai. Le picotement dans les mains, le désir de mettre les gants, de sentir l'instrumental. Il revenait à moi. Excellent. Ensuite ton appartement est petit, mais il est à 2 rues de l'hôpital. Et avec vue sur l'East River pour quand tu auras besoin de te rappeler qu'il y a un monde en dehors de la médecine. L'appartement était exactement comme il l'avait dit, petit, lumineux, minimaliste, avec une grande fenêtre qui montrait effectivement un morceau de rivière et les gratte-ciel de Queens au fond. Il était parfait, mien. La première semaine fut un vertige d'accréditation, de réunion et d'adaptation. Le Mount Sinai était un monstre 10 fois plus grand que La Paz, avec une énergie frénétique, mais le langage était le même, celui de l'excellence, de la précision. L'obsession pour le détail. Ils m'acceptèrent rapidement, peut-être parce qu'Arthur me présenta comme la neurochirurgienne qui a révolutionné l'abord transnasal à Madrid.
Ou peut-être parce que dans la première tumeur que j'observais je fis un commentaire sur l'irrigation de l'artère choroïdienne antérieure qui fit arrêter toute l'équipe. Le respect se gagne pareil dans toutes les langues. L'opération de la fille de 5 ans. La semaine suivante fut mon baptême. Arthur m'invita à assister, non seulement à observer. Mara, tu as plus d'expérience dans cette approche endoscopique. Prends la direction. Ce fut une question, pas un ordre. Une offre de confiance. J'acquiesçai. Oui, avec plaisir. Et là, dans un bloc ultramoderne de Manhattan, avec une équipe de personnes dont je ne me rappelais pas encore bien les noms, je revins à la maison. Mes mains, le microscope, le battement du moniteur, la tumeur qu'il fallait extirper sans toucher le chiasma optique. Ce fut une danse parfaite. En terminant, Arthur enleva les gants et me donna une tape dans le dos. Impressionnant, élégant. Tu es même meilleur que ce que disent tes articles. Ce fut le plus grand compliment de ma carrière. Les mois passèrent dans un tourbillon de cas complexes, de recherche et de la lente construction d'une nouvelle vie. Je me fis des amis. Une anesthésiste colombienne nommée Valeria, un résident du Texas avec une curiosité insatiable. Nous sortions prendre quelque chose, manger des pizzas énormes, marcher à Central Park. C'était une vie pleine, occupée, mais sans le poids mort d'avant, sans avoir à donner d'explications, sans avoir à payer des factures d'autrui. Un après-midi d'octobre, pendant que je révisais des IRM dans mon bureau avec vue sur la rivière, mon téléphone sonna. C'était un numéro espagnol. Je ne le reconnus pas, je faillis ne pas le prendre. Quelque chose me dit que je devais le faire. Allô. Silence. Puis. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. Déflattée, petite. Mara, c'est Alvaro. Je restai immobile. Je ne dis rien. Je sais que je ne devais pas t'appeler, mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Il avala sa salive. On l'entendait au bord de l'effondrement. C'est mon père. Il est très mal. Il a besoin d'une opération à la colonne, une compression médulaire. Ceux du Ramon y Cajal disent que c'est très risqué, que son état général est très mauvais, mais sans elle il reste complètement paralysé. Et Claudia n'en peut plus, elle est épuisée sans argent. Il laissa la phrase en l'air en attendant, suppliant, sans dire les mots. Et que veux-tu que je fasse, Alvaro? Demandai-je et ma voix sonna tranquille de très loin. Toi, tu connais les meilleurs, Samu Valdés. Ah, les gens de La Paz. Tu pourrais parler avec quelqu'un, obtenir qu'il l'opère ou me dire vers qui me tourner, s'il te plaît. Mara c'est mon père. Il y avait des larmes dans sa voix. Des larmes réelles d'impuissance, de peur, de défaite totale. Ce n'était pas une tactique, c'était la reddition. Je regardais par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi dorait les bâtiments. À Central Park, au loin, les gens se promenaient, vivaient. J'étais ici dans ma nouvelle vie et lui là dans les décombres de celle que nous avions détruite. Alvaro. Dis-je avec douceur. Je ne vais pas t'aider. Un sanglot s'échappa de l'autre côté. Ton père m'a dit que je sentais le sang, que ma place n'était pas à sa table. Maintenant il a besoin de quelqu'un avec mes mains, avec mon odeur, pour se sauver et je ne vais pas les lui donner. Non par rancœur, par dignité. La mienne est un vieil homme malade. Et il cria désespéré. Oui. Et ses décisions et les tiennes. L'on menait là à la table où maintenant vous êtes assis seulement vous. J'ai choisi la mienne et c'est celle-ci. Il y eut un long silence, seulement sa respiration entrecoupée. Rien, il n'y a rien de la femme que j'ai connue, murmura-t-il. Cette femme est morte dans le hall d'un restaurant appelé Célie. Alvaro, vous l'avez enterrée toi et ton père entre les deux. Je suis désolé. Je raccrochai. Je ne tremblais pas. Je respirais profondément et je sus, avec une certitude absolue que j'étais libre, vraiment libre, non seulement par un océan de distance, mais pour avoir tracé la limite la plus difficile et l'avoir défendue. 6 mois plus tard, printemps à New York, j'étais au bloc 4 du Mount Sinai, dirigeant mon premier cas totalement seul, un méduloblastome chez un enfant de 3 ans, une chirurgie de 12 heures. En terminant, épuisé mais euphorique, je sortis dans la salle de repos. Arthur Brown m'attendait avec 2 tasses de café. Brillante, Mara, absolument brillante.
J'ai été en train de regarder. Tu as un don. Merci, Arthur. Ce fut une équipe. Oui, oui, mais le don est le tien. Il me regarda sérieux. C'est officiel. L'offre. Chef de l'unité de neurochirurgie pédiatrique à partir de septembre. Elle est à toi si tu la veux. L'offre, celle qui se murmurait depuis des semaines, un poste fixe, diriger ma propre unité dans l'un des meilleurs hôpitaux du monde. Je dois y réfléchir, Arthur. Bien sûr. Prends ton temps, mais sois honnête. J'espère que tu diras oui. C'est ta place. Je souris. Je ne répondis pas parce que je n'étais pas sûr. Et pour la première fois, ne pas avoir la réponse immédiate ne m'effrayait pas. Je pouvais choisir, je pouvais rester ou je pouvais revenir à Madrid. À ma place, à Luis, à Matteo, je pouvais choisir ma table. Cette nuit je sortis marcher. J'arrivai jusqu'à l'embarcadère près de l'East River. L'air était frais, la ville, un collier de diamants à mes pieds. Je sortis mon téléphone. J'avais un message de Luis. Une photo. Matteo dans le parc du Retiro avec un ballon souriant en dessous. Il dit que ce ballon est pour sa docteure favorite, qu'il le garde pour quand tu reviendras. Il demande avec insistance quand. Je souris aussi. Je regardais la rivière, l'eau sombre reflétant les lumières. Je me rappelais la table du CELI, la table de la salle du tribunal, la table de mon bloc à La Paz et cette nouvelle que j'étais en train de construire ici ne sentait pas le sang, elle sentait l'eau de rivière, la nourriture de rue. L'avenir, mon téléphone vibra à nouveau. Un email du comité organisateur du Congrès mondial de neurochirurgie à Boston. Confirmant ma conférence principale, Dr Rio, c'est un honneur de compter sur vous pour partager vos avancées en chirurgie pédiatrique. Votre histoire est une inspiration, une inspiration. Peut-être ou peut-être seulement une femme qui enfin avait appris à s'asseoir à sa propre table sans demander la permission, sans s'excuser et en choisissant chaque jour avec qui la partager. Je mis les mains dans les poches de mon manteau. Le vent me souleva les cheveux au loin. La statue de la liberté tenait sa torche petite et ferme dans la nuit. Je ne suis pas à ce moment si je resterai ou reviendrai. Je sus seulement que pour la première fois de ma vie la décision était seulement mienne et que quelle qu'elle soit elle serait la bonne parce qu'elle serait mienne. Je souris au vent, à la ville, à ma vie et je me retournai pour marcher de retour à la maison. Je devais faire la valise. Boston m'attendait et après le monde.